Radio Nova, la dernière tournée. Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré. Radio. La dernière en direct de Riorges. Nova. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Radio Nova, bienvenue dans la dernière en direct en public de Riorges. Au parc Beaulieu, dans la Loire, ça va le 42? On est content de vous voir parce qu'apparemment, on n'était pas tant les bienvenus que ça. L'opposition de droite à la mairie de Riorges était fâchée. Oh là là, elle était colère, je sais pas. Mais oui, vous avez vu les articles. Vous avez vu, il y a une vidéo sur Instagram. Bon, déjà, il coûte pas cher en média training. Bon, ça, c'est déjà bien. Mais ils ont dit des trucs. Attends, ils ont dit qu'on était une émission, je cite, loin d'être impartiale. Ça c'est gonflé. Hein. Ça c'est bien. Ça veut dire. Ça c'est bien les gens de droite, la mauvaise foi, putain. Ils ont dit qu'on était une émission où on tenait des propos extrémistes. Alors jamais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est la fois où on a dit qu'il fallait redistribuer les richesses parce que voilà, c'est une opposition de droite. Donc leur kryptonite, c'est les impôts, une femme voilée, un gamin avec un pistolet à eau sur le canal Saint-Martin. La fragilité, quoi. Ils ont parlé de démocratie locale en danger. Mais foutez-la dans du papier à bulles. T'aurais pu nous prévenir, Juju, quand même. Parce que Juju, je vous rappelle que c'est la régionale de l'étape. Elle nous vient de Sainté. La princesse des Barabins. Des Barabins. Juliette Arnaud est là. Et bonjour. Bonjour, mon peuple. Voilà, on voit que c'est ton peuple, là. Oh, c'est un plébiscite. Celui qui court la patentaine est là aussi. Aymeric Lompré. Bip bip. Et nous sommes en région Auvergne-Rhône-Alpes, la région de Laurent Wauquiez. Ça tombe bien. Son sosie officiel est avec nous. Pierre-Emmanuel Barré est là. Bonsoir. Allez, c'est parti. On a épluché la presse locale, le Progrès, le Pays rouennais. On est là pour vous informer aujourd'hui, Riorges. On y va, Juliette, c'est parti. À Riorges, mercredi dernier, suite à un feu parti de la route de Saint-Romain, un hectare d'herbe est parti en fumée. Petit joueur, un hectare d'herbe parti en fumée, ça s'appelle une soirée chez Aymeric. Et encore, c'est quand il est tout seul. Économie à Saint-Romain de Popeye. Mobilisation générale pour sauver le dernier abattoir du Rhône. Oui, mais c'est l'occasion de donner quelques petits conseils. Si vous êtes une usine qui va fermer, dites que vous massacrez des êtres vivants par paquet de 1000. Vous aurez le soutien des élus de la région. Si vous êtes une femme victime de violences conjugales, dites que Hamza Ladouane vous a aspergé avec de l'eau. La police intervient dans les 3 minutes. Si vous êtes Yves Nicolin, le maire de Roanne, arrêtez immédiatement d'être maire de Roanne et d'être Yves Nicolin. Arrêtez d'être cette personne qui voulait supprimer le remboursement de l'IVG, qui a voté contre le mariage pour tous, qui est pour l'accueil des réfugiés seulement s'ils sont chrétiens, qui a été placé en garde à vue en 2025 pour des soupçons de prise illégale d'intérêt, qui a dit à propos de la délinquance, ceux qui sortent la nuit sortent plutôt l'été, une race qui aime la chaleur et le beau temps. Eh oui, il mérite bien son surnom de Pinochet de la praluline. Non. Alors, Quoi non. Comment ça, non C'est pas son surnom, non. Ah désormais c'est son surnom. Si. D'accord. À partir de maintenant. D'accord. Voilà. À Saint-Étienne, le café des chats en difficulté financière lance une cagnotte. Oui, et vraiment, on leur souhaite... J'imagine que le bar il va fermer. Pardon. Qu'il va fermer mi-août. Que le bar... Parce que le chat bien Il joué. va fermer mi-août. Bien joué. Mi-août, le bar. Le bar à chat. Je pense que je l'ai et qu'on l'a tous. Donc je Oui. disais, je souhaite à la propriétaire des lieux et au chat. Ils vont faire un gala de charité. Bien joué. Si, c'est marrant. Si, c'est bon. Charité. Ouais, vraiment, c'est Attends, hilarant. j'en ai une. parce Une que- œuvre de rachat. Bon. Donc, je disais, il en va de la vie de ce café et de 11 chats et 3 chatons. Est-ce qu'il y aura des chattes aussi? Bon, allez, Allez. politique par pitié. Politique. 4 ministres étaient présents cette semaine au Congrès des villes de France à Riorges, toujours. En effet, Guillaume. Oui. En effet, Françoise Gattel, Marina Ferrari, Marie-Pierre Verdrenne et Anne Lenné-Hanf étaient attendues telles des rockstars au Scarabée de Riorges. Des haies d'honneur, des ballons et des petits fours étaient au rendez-vous.
Cependant, ne sachant pas à quoi ressemblaient les 4 ministres, puisque inconnus au bataillon, ils ont été bloqués par le service à l'entrée de la salle. Encore un loupé pour le gouvernement Macron. Ah là 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 là. Riorges. Un Riorges qui a commencé les travaux pour moderniser son éclairage public jusqu'au passage intégral en technologie LED en 2027. Et moi, je trouve ça formidable d'évoquer cette nouvelle en ce 4 juillet, date de la fête nationale américaine, quand justement les États-Unis de Trump ne sont que ténèbres et obscurantisme. Riorges, elle, s'emploie à symboliser le retour de l'âge des Lumières. Alors, comme Rihanna, je lance à Riorges, Riorges, you shine bright like a diamond. Votez Juliette 2027. Justice à présent à Roanne. Un homme se frottait à des jeunes femmes et se masturbait devant elles. Le sexagénaire a été condamné. Aïe aïe aïe, quelle erreur, puisqu'il n'avait pas pensé à devenir star de la chanson française, monstre sacré du cinéma ou humoriste préféré de Brigitte Macron avant de commettre ses actes. Une erreur qui lui coûte donc cette condamnation. L'expression préférée de Juliette, faute avouée à demi-molle pardonnée, n'aura donc pas suffi à sa défense. J'ai jamais pardonné aux demi-molles. Allez, je propose qu'on enchaîne quand même. Sorti. Non, n'applaudissez pas, on avance. Alors, sorti à présent, le 8 juillet prochain, ici même au parc Beaulieu, vous pourrez découvrir de nombreuses activités sportives, comme la marche active, la marche nordique ou encore la marche afghane. Et oui, à la marche afghane, un sport méconnu parce que très peu pratiqué en Europe. Alors c'est un sport qui coûte très cher puisqu'il vous faudra dépenser au moins 75 € pour une paire de chaussures de running et 20 millions de dollars pour un avion de chasse F-16. En effet, il s'agit de courir 50 km en évitant les tirs de missiles américains. Une discipline particulièrement exigeante puisque depuis 2001, on compte plusieurs dizaines de milliers de morts depuis que le sport a été inventé par George Bush Jr. Carnet du jour à Riorges. Amandine et Jérémy se sont mariés samedi dernier. Oh. Tout à fait, et je crois qu'on peut les applaudir. Ils sont mignons, ceux-là. Mais oui, nous leur souhaitons plein de bonnes choses, en espérant que l'amour triomphe de tout. Alors oui, c'est vrai, Amandine et Jérémy, il y aura des caps, des moments difficiles, comme le cap des 1 an, le cap des 2 ans. Il y aura aussi le cap des 3 ans, le cap des 3 ans et demi, le cap des 3 ans et 7 mois. Tiens, j'ai oublié le cap de 1 semaine. Il y aura aussi le cap des 3 jours, et aussi le cap du lendemain. Tiens, aussi le cap de la minute qui suit. Enfin, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, bon courage, et fuyez, pauvres fous. Politique, le maire de Riorges, Jean-Luc Chervin, souhaite une déprogrammation du banquet du Canon français, prévu en septembre au Scarabée, après les débordements racistes constatés lors d'autres banquets, notamment à Caen. Oui, alors on le rappelle, le Canon français, ce sont des bourgeois blancs qui se réunissent pour manger du cochon et crier des slogans racistes. En gros, c'est la dernière avec du cochon et des racistes. Alors, on le sait peu, mais au Canon français, il existe une option végétarienne. Hein, en revanche, elle est un peu particulière. Au lieu de vous servir du saucisson, on vous traite de PD, on vous met des coups de pied dans la tête. Les places pour la soirée identitaire programmée à Riorges sont déjà en vente au prix de 80 €, ce qui fait quand même très cher pour de la merde. Mon conseil éco au facho du coin, pour 5 €, vous bouffez du Justin Bridou chez vous devant CNews. Et avec les 75 € qui restent, vous vous achetez des chaussures pour vous inscrire à la marche afghane. Merci beaucoup les amis pour toutes ces informations. Peut-être qu'il sera question de la famille Bridou et du petit Justin qui fait un bien fou aux fans de cancer colorecto. C'est maintenant, c'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h12, très précisément presque 13. Notre invitée du jour est là. Elle est journaliste, notamment à Blast, à l'Humanité, à Off Investigation. Elle analyse le système médiatique, l'extrême droite. Elle interroge les politiques. Elle aurait pu devenir Nathalie Saint-Cric, mais elle a préféré rester honnête intellectuellement. C'est Loumi qui est avec nous. Bienvenue Loumi. Merci beaucoup. On est trop contents d'être ici. Nous, on est trop contents de te recevoir. Ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on voulait te recevoir. Donc là, ça tombe bien pendant cette grande tournée. J'ai fait une petite présentation un peu succincte de ton travail, de ton rôle. Mais toi, comment tu te définis? Parce que j'ai entendu une interview où tu disais que journaliste, tu savais pas trop si tu étais encore journaliste. En général, on dit pas spécialement qu'on est journaliste. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on se permet de les critiquer. On pense que c'est bien aussi, on peut ne pas être journaliste pour critiquer les journalistes. Ouais. Après, c'est vrai que forcément, depuis les interviews des politiques, ça devient plus compliqué d'échapper à la responsabilité. Ouais. Mais effectivement, on se présente plutôt comme vidéaste. On a peut-être aussi, parce que ce truc un peu, on idéalise le journalisme comme quelque chose aussi de terrain, de reportage, d'enquête.
Et voilà, nous, on fait les guignols et on critique d'autres journalistes. Donc, Ça, c'est on encore fait un aussi. autre exercice. Ouais. Ouais. Vous avez piqué notre créneau, d'ailleurs. Ah, ouais. Dimanche à 18h, c'était nous. à Ah, la c'est base. vrai, mais oui. Nous, quand tu dis nous, donc c'est Rhinocéros. Rhinocéros, exactement. Avec Usul sur que Blast. tu fais sur Blast, donc Ouais. une émission de critique des médias. Exactement. Ok. Ouais. Et tu fais aussi, donc je l'ai précisé, tu travailles à l'Humanité. Oui, Donc la vidéo, puisque tu fais des interviews Exactement. politiques. une émission qui s'appelle Ça ira. Exactement. qui est sur, Donc là, tu es sur Luma. vraiment face à face avec les politiques et tu prépares des questions. Là, c'est quand même un vrai boulot de journaliste. Oui, alors heureusement autour de la table, il n'y a que des journalistes et il n'y a que moi qui suis vraiment une fraude. Ouais. mais du coup, ça me permet de poser des questions justement peut-être Ça plus doit te parler, ça, naïves. Émeric. Et off investigation aussi, tu travailles Non, un peu. plus. Tu travailles plus, d'accord. J'ai fait une saison, mais là D'accord. maintenant, Luma et Blast. Ok. Et- Ouais, vas-y, Juliette, vas-y. Alors, comment t'as fait pour ne pas devenir journaliste, hein? Je veux dire, pour faire le métier qui n'est pas journaliste, Quel est c'était... ton nom Est-ce parcours que c'était... Non, mais est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était un accident? Est-ce que ça t'est venu tard? Accident en réalité. Non, j'ai fait des métiers qui avaient rien à voir auparavant, enfin vraiment très très loin de tout ça. J'étais manutentionnaire, j'étais traductrice en espagnol, j'ai été secrétaire dans les collèges et lycées. Ah oui. Passé le concours de la fonction publique, mais Ah ils ouais, voulaient ouais. m'envoyer en prison pour faire secrétariat, donc j'ai dit non. Mais du coup, non, j'étais très éloignée de tout ça, mais je faisais de la vidéo, je parlais déjà de reportages, de documentaires, etc. Et c'est comme ça, en fait, c'est Usul qui, lui, regardait mon travail, il aimait bien. On était tous les deux à Lyon, on se croisait souvent en manif. Donc, à un moment Ça donné, crée des liens. j'étais au chômage à ce moment-là, vu que Ouais. j'avais refusé d'aller travailler en prison. Et donc, du coup, à ce moment-là, il m'a proposé qu'on bosse ensemble. Donc, énorme coup de chance. Et ça a commencé comme ça. Oui, mais quand même, tu as un intérêt pour la chose. Comment ça t'est venu, l'intérêt pour l'actualité Ah oui. Je suis passionnée de politique Ouais. et de médias depuis Parce qu'à énormément t'entendre, de on temps. dirait que t'es arrivé par hasard. Et que, bon, mais non, pas du tout quand même. J'ai eu la chance quand même qu'on me propose Ouais. justement de pouvoir participer en fait et puis en vivre quoi, surtout Mhm. maintenant. Mais oui, et c'est vrai que pour le coup, on est passionné de médias, on fait de la veille en permanence, on est insupportable avec nos potes en vacances parce qu'on met toutes les matinales. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que pour le coup, non, ça fait quand même très longtemps qu'on suit tout ça. Et donc du coup, c'est cool de pouvoir maintenant travailler en fait par rapport à ça et consacrer tout le temps quoi. Et est-ce que tu as grandi dans un milieu politisé, on va dire? Politisé, oui. Pas militant, mais oui, j'ai de la chance d'avoir une famille de gauche en général, donc Ouais. ça va, ça évite des problèmes quand même. Donc ouais, tu t'intéressais à l'actu, tu étais baigné quand même. Oui, quand même oui, là-dedans. oui. Ma famille écoutait la radio tous les matins. Voilà, Laquelle? Alors, ça dépend. C'est une ça question dépend. piège, j'ai l'impression. Ça dépend si Mais c'était non. chez mon père ou chez ma mère. Ah, mais eh ben alors. c'était très différent. C'était RMC ou France Inter. Ouh. Et- Quoi, quelle que soit la réponse, c'est vrai qu'il avait pas. et oui. Et quand Mais t'étais- RMC pour râler quand même. Mais RMC quand même. Et tu faisais, enfant ou adolescente, tu te rendais, enfin, je veux dire, c'est quand même plutôt agréable. C'est-à-dire, tu pouvais déjà faire la différence qu'il y avait entre le discours que tu entendais sur RMC et celui qu'il y avait sur Inter. Parce que maintenant, on peut plus faire la différence, mais à l'époque, on pouvait encore. Oui, non, c'est vrai que c'était. Oui, non, mais c'était très très différent. Et puis pour le coup, très différent. Après, encore une fois, c'est la forme surtout qui est différente. Ouais. Et quand je disais, quand j'étais manutentionnaire, je bossais dans un atelier de signalétique, genre d'usine, de hangar. On voyait pas la lumière du jour. Et il y avait un mec qui mettait RMC toute la journée. Donc c'est pour ça. C'est pour Ah ça ouais. d'ailleurs que je voulais absolument faire un épisode sur les grandes gueules et tout ça. Je connais par cœur depuis toujours, quoi. C'est vraiment Et c'est- RMC, ouais. c'est un truc que j'ai subi pendant très longtemps. Et alors, est-ce que du coup, dans l'atelier, tu essayais de faire Ah non, ta on n'avait pas critique le droit. des médias? Ah ouais, vraiment pas du tout. Ah non, c'est le chef, il décidait. C'était T'essayais la pas de lui radio. faire changer de radio, Non, c'était- c'était pas possible. Et même à la pause café, tu pouvais pas discuter. Ah non, avec lui. non, ça faisait Non. 15 ans que c'était la même radio, donc Ok, c'était pas ouais. possible. Bon, d'accord, ok. Et est-ce que tu avais à l'époque, je sais pas, des gens qui t'ont donné envie de faire le métier que tu fais aujourd'hui, ou des journalistes qui te passionnaient plus que d'autres, ou des C'est modèles, vrai j'en sais rien, tu que vois. ce qu'on fait, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu nouveau quand même, c'est un peu particulier, surtout sur les médias. Du coup, qui sont sur Internet, etc. Enfin, il n'y avait pas forcément. Enfin, il y avait. Après, il y a ce qu'on appelle les youtubeurs et tout, mais c'est encore d'autres Ouais. choses. Enfin, on Il y fait un avait truc quand qui est même Arrêt hybride, sur quoi. image. Il y avait Arrêt sur image Oui, bien avant, mais il y a sûr. longtemps. T'étais Ouais. peut-être même pas Bien sûr, Arrêt sur image, Ouais. je me rappelle un peu, mais oui, enfin, j'étais encore jeune quand c'était à la télévision. ouais. Et non, mais après, effectivement, Arrêt sur image et puis Acrimed. Acrimed, ça c'est vraiment Ouais. génial aussi, qui est une association d'ailleurs, qui n'est pas juste un média, Mais et qui est aussi parlons-en une d'Acrimed, revue tiens. média critique. Ouais. Oui, on parle pas assez d'Acrimed. Eh ben, parlons-en un peu pour des gens qui connaîtraient pas C'est pas un encore. médicament, un crimen. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. C'est une association, donc tu peux nous en parler un peu? Ouais, Acrimed, ça veut dire Action Critique Média. Ouais. Et c'est une association, alors bon, j'ai pas préparé, je vais pas les présenter correctement si je le fais comme ça, mais en gros qui justement fait une veille justement Ouais. sur les médias. Et donc ils ont un site qui est tout neuf d'ailleurs, ils ont fêté leurs 30 ans il y a pas Ouais, longtemps. ouais. Et en gros, ils surveillent
justement, ils font de la critique média, ce qu'on appelle la critique média, c'est vraiment une analyse, je ne saurais pas comment l'expliquer c'est simplement, ça, ils regardent mais beaucoup de analyser choses, tout simplement le paysage médiatique, et eux-mêmes sont aussi parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme quand il y a vraiment des grosses dérives, notamment sur la droite dans nos médias. Et voilà, à la fois la presse écrite, la télévision, la radio, oui, énormément de travail. Et voilà, vraiment, il faut aller s'intéresser à ce qu'ils font. Et voilà, ils font aussi des actions, etc. Enfin, des rencontres, ouais. Et l'émission que tu as avec Usul sur Blast s'appelle Rhinocéros. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? C'est super. Elle est super. Elle est vraiment super. Tant mieux. Je vous conseille de regarder pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce titre-là? Et parce que c'est une pièce de Ionesco, et pour essayer de le résumer un petit peu rapidement, l'histoire, en gros, ça se passe dans un village, et tout simplement, voilà, il y a des villageois qui vivent leur vie, et un jour, ils voient un rhinocéros débouler. Et ça commence, c'est flippant, quoi, parce que ça fait du bruit, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Il faut peut-être s'alarmer, puis c'est dangereux quand même. Et puis finalement, petit à petit, il y a de plus en plus de rhinocéros qui débarquent. Je raconte peut-être n'importe comment. Non, c'est ça, c'est vraiment exactement ça. Ça va, alors. On dirait une chronique d'Emeric un peu pour l'instant, mais c'est la vraie pièce. On attend le dialogue avec les rhinocéros. Mais en bien. Ah bon, ça va alors. Le groupe Vivien. Et donc, alors, les rhinocéros. Et voilà, et bref, les rhinocéros en fait envahissent de plus en plus la ville, et les gens eux-mêmes se transforment en rhinocéros. Et donc voilà, donc c'est une métaphore du fascisme qui envahit tout, qui fait que les gens aussi acceptent que ça rentre dans leur tête. Et très peu à la fin restent dans le village pour résister à cette transformation en rhinocéros. Et surtout, les gens s'en inquiètent plus. C'est ça aussi. C'est pas tellement de devenir soi-même un facho, c'est aussi de pas s'inquiéter qu'il y ait des fachos partout et que ça devienne quelque chose de presque normal. Voilà. Est-ce que ça a un lien avec la fameuse fenêtre d'Overton dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais l'idée qu'on s'habitue à des discours droitiers, quoi, réactionnaires? Ouais, totalement. Et nous, notre discours, c'est que les médias sont en partie responsables de ça. Pas que, parce qu'évidemment, si on avait un autre gouvernement, si on avait l'Arcom, enfin un autre genre d'Arcom, il y aurait plein de leviers à activer. Donc les médias sont pas du tout les seuls responsables de tout ça, on le sait. Mais les médias travaillent. Les médias, ils ont vraiment fait l'union des droites, avec à la fois la droite institutionnelle, avec la droite même de rue, enfin les fachos dans la rue, avec les milliardaires, les très très riches, qui leur donnent aussi de quoi en fait diffuser leur message. Donc comme ils ont fait toute cette union des droites, les médias ont quand même un rôle là-dedans de plus en plus gros, parce qu'ils ont aussi de plus en plus d'armes, de plus en plus de moyens. Et c'est vrai que malheureusement, on a l'impression qu'on s'en inquiète de moins en moins. Enfin, en tout cas, il n'y a pas forcément la réaction qu'on voudrait. Ouais. Et comment vous travaillez avec Usul? Est-ce que vous regardez, enfin, on a l'impression à regarder l'émission que vous regardez des heures et des heures de CNews, de Sud Radio, c'est le cas? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est même en vacances, on met les matinales, c'est vrai, on embête les copains, on rentre de soirée, on met le dernier c'est ce soir. T'as des petits rituels. Sous LSD. Non, on est vraiment accro à ça, donc effectivement, on se fait toutes les matinales du service public, on se fait la grande interview d'Apolline de Malherbe, on lit la presse écrite aussi. Et on fait vraiment que ça de toute notre journée, parce que ça nous passionne, puis aussi parce qu'on a la chance d'être rémunéré pour le faire. Donc forcément, ça nous laisse beaucoup de temps. Et effectivement, on passe aussi beaucoup de temps devant toutes les horreurs de CNews et de RMC, BFM, LCI. Enfin voilà, on peut pas tout voir tout le temps. On rate pas le 20h, évidemment, de Léa Salamé. Ça, c'est la messe, donc on rate pas ça. Et voilà, et après évidemment ça dépend un peu, mais c'est vrai que oui, CNews, je pense qu'on connaît toutes les émissions plus ou moins par cœur, tous les noms de tous les cons qui y sont, enfin on commence à... Il n'y a pas un risque de s'attacher un peu à un moment donné, de les trouver... Des fois, il y en a, ils nous surprennent. Tu vois, il y en a des sympas quand même. Finalement, celui-ci, tiens, d'habitude, il dit pas ça, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Ou tiens, il s'est fait un peu rabrouer quand même, c'est pas cool. Et est-ce qu'il y a des effets, est-ce que tu constates sur toi-même des effets secondaires? Parce que tu as employé le mot accro tout à l'heure. Oui, un peu, Et on sait bien qu'avec les addictions, il y a des effets secondaires. Ah oui, non mais oui, totalement. On en bouffe peut-être beaucoup trop, et en même temps, je pense que en fait, on est flippé de lâcher justement le regard de ça, justement de savoir où est-ce qu'on en est, où en est le. Alors là, par contre, oui, effectivement, c'est. Je dis accro, mais pas dans le sens, c'est pas un plaisir non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, des fois on est paniqué parce qu'on a l'impression que ça s'arrête absolument jamais. On dit, on prend l'exemple le plus extrême qui est CNews, mais de toute façon, il y a énormément le fascisme, il y en a aussi sur France Info, il y en a absolument malheureusement partout. Donc là, je parle principalement de la télévision,
Mais effectivement, on voit la fameuse émission 100% politique, 100% frontières, qui est la même à 2 heures décalées sur CNews avec Éric Tegner et Gauthier Lebret. Ouais. Ah oui, non, c'est vraiment la même émission et avec des propos de plus en plus racistes à chaque fois, où on a l'impression qu'il y a absolument... Il y a aucune limite, hein, c'est pas une impression. Il a été prouvé que l'ARCOM ne faisait plus rien, enfin que c'est vraiment pour le coup, et ils sont lâchés. On dit souvent, avant, ils essayaient de cacher un peu leur émission là, de suprémacistes blancs derrière des trucs, par exemple, en utilisant la laïcité, en utilisant un peu en détournant les choses. Là, maintenant, ils parlent de couleur de peau. Ils parlent du sang qui coule dans les veines de Mélenchon, qui serait pas français, etc. On se rappelle aussi la fake news de la ville des Noirs, etc. Et ils sont vraiment dans un racisme, pour le coup, où il y a vraiment absolument plus aucune limite. Et voilà, je parle même pas de quand ils parlent des Palestiniens, etc. Voilà, il suffit que vous regardez 1 minute. En vrai, d'habitude, je le conseille pas, mais juste pour se rendre compte. Non, mais pour se rendre Mouillez-vous la compte. nuque un peu avant. C'est parce que les gens qui regardent pas, qui regardent que Rhinocéros, ils disent mais ils ont pris les pires extraits. On vous jure qu'on pourrait prendre l'heure entière de l'émission. Il y a rien à sauver. C'est vraiment, il faudrait les arrêter, quoi. Mais est-ce que est-ce que finalement, c'est pas mieux qu'ils montrent leur vrai visage? Est-ce que finalement, c'est pas mieux maintenant qu'on voit que c'est des énormes racistes, alors qu'avant, comme tu disais à l'instant, ils se planquaient? C'est moins hypocrite, c'est ça? Je sais pas, en fait. J'en sais rien, parce que même, par exemple, les gens du printemps républicain, etc., ils sont extrêmement dangereux, effectivement, parce que... Mais je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ce sont pas des personnes d'extrême droite aussi. Mais les gens du printemps républicain? Ouais. Je pense que si. Je pense qu'eux-mêmes se considèrent comme des gens gauche modérés, à mon avis. Oui, mais est-ce Printemps qu'il y a républicain, encore beaucoup pour de gens rappeler, qui c'est Caroline Forest, voilà. Sophia Aram, tout ça. Les francs-tireurs. Les amis. Voilà, Raphaël Enthoven, Ouais, mais etc. je pense qu'eux se considèrent comme la bourgeoisie de gauche modérée, à mon avis. Oui. On va les inviter, écoute. Non, peut-être pas. Et est-ce que tu as l'impression que CNews donne le là de toute cette presse réactionnaire? Alors CNews fait vraiment flipper. En fait, alors voilà, c'est le mot, on en a marre de le prononcer, mais c'est vraiment plutôt ce qu'on appelle le système Bolloré. Donc Vincent Bolloré, voilà, qui est propriétaire de CNews. En fait, c'est lui qui met une pression de fou, à la fois bien sûr avec CNews, mais aussi quand il a lancé sa commission d'enquête avec Charles Aloncle. Donc Charles Aloncle est un député UDR qui donc a fait le procès. Les gens connaissent, a priori. Oui, malheureusement, il est très connu maintenant. Ouais. Et c'est vrai qu'il faisait vraiment le procès finalement de plein de journalistes, beaucoup d'ailleurs même de journalistes de droite qui disaient mais c'est quand même incroyable qu'on vient de nous dire qu'on est des gauchistes. Là, à ce moment-là, oui, on est presque de la peine pour certains, où d'habitude, on les déteste, mais là, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant, et on sait que ça a mis des coups de pression dans les rédactions absolument énormes. On sait aussi que les chefferies éditoriales se plient en fait beaucoup à tout ça. Et puis après, il y a des choses aussi toutes bêtes, entre guillemets, même si c'est pas bête, faut le prendre au sérieux, mais c'est par exemple tout le harcèlement qui est provoqué. Il suffit que Pascal Praud prononce le nom de quelqu'un. Souvent, il prononce des noms de gens d'ailleurs pas du tout connus, un avocat ou une personne qui va prendre... des personnes qui sont pas des personnalités publiques, c'est ce que je veux dire, qui se mettent pas en avant, et il va y avoir Pascal Praud va pas hésiter à lâcher leur nom en pâture, et derrière il y a quand même du harcèlement, des menaces de mort, etc. Alice Cordier était venue sur Europe 1 lâcher des noms aussi en prétendant qu'une personne aurait tué une autre personne, enfin vraiment des choses où après il y a des conséquences réelles, et on l'a vu d'ailleurs pendant les municipales, il y a eu des alertes à la bombe, il y a eu énormément de gens menacés de mort, d'agressions, il y a clairement des agressions racistes, etc., contre les personnes de gauche. Il y a des conséquences quand même à tout ça, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des liens quand même aussi avec les fascistes de rue, si on peut dire ça. Derrière, il y a aussi des actes terroristes qui sont déjoués, voire parfois qui ne le sont pas. Il me semble que c'est d'ailleurs dans cette région qu'il y a un homme qui a tiré sur des enfants, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas très longtemps, parce que par racisme quand même. Oui, donc il y a vraiment des conséquences réelles et sérieuses. Ok, merci beaucoup Loumi, merci d'être avec nous et de faire ce travail-là de veille des médias réactionnaires. On reste ensemble jusqu'à 20h10, on va faire une pause musicale. Gérard Lenormand disait « Journaliste pour ta première page ». Voilà, Alors, allez, c'est pas la suite, voilà. forcément, mais... Voilà, Gérard Lenormand, il Je disait... viens vous chanter La balade. la balade. C'est sur Radio Nova, on s'est fait engueuler par l'ARCOM parce qu'on passait pas assez de musique française, donc on fait le taf avec Emmerich. Mon niveau de cringe vient d'exploser, Malo. Donc Gérard Lenormand disait, mais c'était il y a longtemps. Alors à l'honneur de la jeunesse de notre invitée, une chanteuse née en 2003, Marie Froès, et sa chanson Colombina, entre bossa et électro. On chaloupe, on gigote et rebelote, et après dans l'autre sens. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité
la journaliste Loubi. Il est 18h31, l'heure d'accueillir notre humoriste du jour. Pendant toute cette tournée, on en profite pour vous faire découvrir des humoristes qu'on aime, des chroniqueurs, des chroniqueuses. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Chloé Drouet. Bonjour, on est le 4 juillet 2026, la dernière est à Riorges et c'est aussi le premier jour du Festival d'Avignon, deuxième plus grosse partouze d'intermittents précaires de France, juste après les ateliers France Travail. J'irai à Avignon cette année, hein, même si personnellement j'ai pas besoin d'aller jusqu'en région PACA pour savoir que j'ai raté ma vie. Quitte à voir des bouffons en sandales, autant rester chez moi et garder mes neveux, quoi. Eux, au moins, quand ils me font un pestac, bah, j'ai l'entrée gratuite. À Avignon, l'année dernière, je suis allée voir une pièce qui traite du mal-logement. C'est une thématique qui me touche. Et bon, il y avait la clim. Dans un souci de vérité, les 5 comédiens, bah, ils dormaient dans un camion. C'était pas leur choix, hein, c'était celui de la metteuse en scène qui était à l'hôtel. Elle disait que c'était pour qu'ils restent dans leur personnage. Voilà. Enfin, elle aime pas qu'on l'appelle metteuse en scène, hein. Elle préfère porteuse de projet. Parce que dans porteuse, il y a... Heureuse. Non. Il y a porte. Comme celle que tu peux pas fermer quand t'es 5 dans un camtar. Allez, y essaye. Porteur.euse, quoi. C'est pas parce que c'est en écriture inclusive que c'est pas problématique. Tu vois, si demain, Gérald décide que son nom de famille devient Darmanin.e, bah on n'oubliera quand même pas tout ce qu'il a fait pour l'accès aux logements sociaux. Changer le nom des concepts, ça les rend pas moins détestables. Si demain, une banque devient un bar à crédit, bah j'aurais toujours autant envie d'en péter la vitrine. Et je crois qu'on change le nom des concepts quand on sait que la base du concept est problématique, mais qu'on n'a pas envie de trouver de solution. C'est comme mettre un pansement Hello Kitty sur une jugulaire ouverte, quoi. C'est mignon, mais ça gicle toujours. Et quand je dis ça gicle toujours, Émeric, c'est pas ce que tu crois. Allez, Émeric, merci. En parlant de SDF... Macron, en 2017, disait « Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année 2017, voir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois. » Il y en a aujourd'hui plus dans les rues qu'avant, mais en ce qui concerne les SDF dans les bois, il aura bientôt tenu parole, puisqu'en France, il n'y aura bientôt plus de bois. Ouais. 929 SDF décédés, parmi lesquels la proportion de femmes a doublé. Comme quoi, yes, Macron a quand même fait quelque chose pour la parité. Quand on veut, on peut. D'ailleurs, je propose qu'on rebrand les SDF. Je propose qu'on dise plus SDF. Je propose qu'on dise personne à forte mobilité. Hein? Avec une belle appétence pour la liberté. Qui suit sa destinée de chasseur.euse d'étoiles. Mais allez au bout, dites pas SDF, dites adepte du flex living, tu vois, je sais pas. Rien n'a été fait pour les sans-abri parce que, vous savez, la société, c'est comme une boîte de chocolat. Oui, c'est tellement comme une boîte de chocolat qu'au final, celui que tu calcules pas, c'est toujours celui qui est dans le coin, emballé dans sa couverture de survie et fourré à l'alcool. Les SDF, c'est le meilleur argument de joker des gens de droite. Quand ils te disent ouais, mais t'as envie de sauver le monde, hein. Mais t'as pensé à nos SDF? Pardon, vos SDF? Oui, nos SDF. Mais genre, ils vous appartiennent? Tu sais, vous êtes là, vous êtes... Oui, on a 3 poules, 2 chats et un clodo. Genre, vous êtes là, vous êtes Didier. Didier, putain,
putain, il m'entend pas. Binous, tu vois, viens par là. Ouais, c'est pas nous qui avons choisi le nom, hein. Quand on l'a récupéré à Emmaüs, c'était l'année DB. Montre-leur ton sac de couchage, Binous, viens par là. Montre. Il est à qui le sac de couchage? Il est à qui le sac de couchage? Il est à Philippe le sac de couchage. On a fait le Tibet ensemble, c'était incroyable. Voilà. Non, mais même ça, nous, on le fait pas. Même ça, on le fait pas. Un SDF dans la rue, pour nous, c'est un obstacle. Pour nous, c'est un obstacle, c'est un panneau de signalisation. Marchez plus vite. C'est du mobilier urbain. Et on ramène pas du mobilier urbain chez soi, sauf quand on est bourré. Puis bon, le mobilier urbain, lui, il est conçu pour rester dehors. Votre mobilier de merde anti-SDF, là, le mobilier anti-sans domicile fixe, anti-sans domicile tout court, anti-marginaux, anti-femmes foutues à la rue, anti-malchanceux, anti-mal-nés, anti-mal-aimés, anti-ex-enfants placés, anti-victimes de plans sociaux. Enfin... Tout ça pourquoi? Pourquoi ce mobilier urbain? Tout ça pour les empêcher de quoi? De dormir? Mais votre banc là, avec plein d'accoudoirs de merde, c'est même plus un banc, c'est un cheval d'arçon. Bravo! Grâce à vous, dans 4 ans, Binous, il est soit mort, soit médaillé de gymnastique. Comme quoi, oui, quand on veut, on peut. Merci Chloé. Chloé Drouet, qu'on peut applaudir bien fort. Merci d'avoir été avec nous, Chloé. Et bravo. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Chloé? Est-ce qu'on peut te retrouver en spectacle? Est-ce qu'on peut te retrouver au Festival d'Avignon, par exemple? Mais c'est une très bonne déduction. Mais enfin. Parfaitement. Je suis au Festival d'Avignon tous les jeudis, donc le 9, 16 et 23, au Théâtre de la Tache d'encre, à 16h. Voilà, donc venez. Impeccable. Et comment vous vous connaissez avec Loumi? Je crois que vous vous connaissez. Faut pas raconter ça. Faut pas raconter. Non. C'est Mais, pas du tout racontable. Non, on a bu de l'eau Je sais un plus. jour à la même table. C'est à cause du Zul qu'on se connaît. Oui, c'est à cause d'Usul. Voilà. D'accord, te je ne laisse veux faire pas en le- savoir voilà. plus. Et t'es de Lyon aussi, Chloé? Oui, On l'a pas je suis- précisé, mais Loumi aussi, de Villeurbanne. Villeurbanne, attention. Et il y a toujours beaucoup de cafés-théâtre, il y a toujours cette vraie tradition du café-théâtre, des comédie clubs, Oui. maintenant on dit, à Lyon. Toujours la grande tradition du café-théâtre lyonnais, hein, donc un café-théâtre orienté plutôt à droite. Et voilà, moi j'y traîne pas trop. Mais C'est vrai, non? T'as du mal à trouver des endroits pour jouer non, là-bas? je suis essentiellement entre Lyon et Paris. Et surtout, ce que j'aime, moi, c'est écrire pour des gens. Et Ah, ok. après, quand moi j'écris, j'aime tester des choses et à chaque fois, je change toujours mon spectacle à chaque représentation Ok, en fonction de ce qui se passe dans le monde. très bien. Et voilà. Donc essentiellement à Paris en fait, pour tout ce qui est représentation, plus qu'à Lyon, puisqu'à Lyon en fait on en fait. C'est une ville géniale, il y a des humoristes formidables, mais c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, on en fait très vite le tour. Ok. Eh ben on ira te voir partout, à Avignon, à Paris. Merci Chloé. Merci, salut. Chloé Drouet, allez vous abonner à son compte Instagram. On sait que c'est Zuckerberg, c'est pas bien. Et c'est un peu comme une émission qui parle de décroissance entre 2 pages de publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Loumi. On continue à parler journalisme et on va en parler avec le peuple de France, avec le peuple de Loire, puisque je suis allé sur le marché de Roanne à la rencontre des habitantes et des habitants pour leur poser une question toute simple. Quel est votre journaliste préféré? J'aime bien c'est Solin, Gilles Boulot. Gilles Boulot? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît chez Gilles Boulot? Je sais pas, il a quelque chose de... Je sais pas, il présente bien, je trouve, il est très bien. Il est très bien habillé en plus. Ah, ça c'est important. C'est vrai qu'il est impeccable, mon Gilou. Hein. Costard toujours bien taillé, nickel. Nous, Loumi, on aime bien Denis Robert. Hein, c'est ton patron, on l'aime bien. Mais le styliste de Denis, il est en prison depuis 40 ans, quoi. Faut être honnête, son coiffeur aussi. Je sais, on a le même. Hein, c'est pas. Bon, Denis, on a l'impression toujours il vient de se réveiller en pleine nuit ou qu'il sort d'une after. C'est plus possible. Alors parlons journalisme parce que Gilles Boulot, c'est pas que du style. Non, il a des bons reportages. Quel est le dernier beau reportage de Gilles Boulot qui vous a plu? Alors là, Mais il y en a peut-être bien un qui vous a marqué. non, franchement, non. Mais si, si, quand il avait fait le reportage, les climatiseurs. Ah, il était super, les climatiseurs. Non, bon, voilà. Ça vaut peut-être pas un Pulitzer, mais bon. Si, l'interview de Macron.
Ça, j'ai bien aimé l'interview de Macron de Gilles Boulot quand il dit « Ça va, vous avez pas trop chaud, pas trop froid Hein, vous voulez une petite laine ?» Ça, c'est des questions qui dérangent. Alors, passons à un autre citoyen français. Qu'est-ce qu'il aime? En journaliste, j'aime bien sur la 2 Léa Salamé. Léa Salamé, ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Eh ben, elle a l'air assez intelligente, assez claire dans ce qu'elle raconte. Bon, alors, et quelle est la dernière enquête qui vous est plu de Léa Salamé? Ah non, là, je ne pourrais pas vous préciser. Il y en a beaucoup. Il y a que ça, il y en a beaucoup. Hein, c'est comme quelle est la meilleure chronique d'Emeric? On sait pas, il y en a tellement. Léa Salamé, c'est banger sur banger. L'interview de Marion Cotillard, ça va, c'est simple, mais c'est aussi ça une grande journaliste. Et puis attends, non, mais soutien à Léa Salamé parce que voilà, elle est dans une lutte contre le validisme. Je vous rappelle qu'elle a un handicap qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Allez, oui, c'est important de le rappeler. Voilà, on la salue Léa. Allez, on n'a pas le temps, on continue. J'aime bien celui de la 2, là, Julien Buget, toujours le sourire, même quand il annonce des catastrophes. Ça, c'est important d'avoir toujours le sourire. Oui, bah, ça fait bien un petit peu. Et puis, un petit peu à la Jean-Pierre Pernaut de TF1 il y a quelques années. Ah, mais qu'est-ce qui nous manque, Jean-Pierre? Il nous regarde de là-haut, là, avec le dernier sabotier de l'Aveyron, puis le dernier maréchal Ferrand du Cantal. Non, mais il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaut, ça serait peut-être un des mecs les plus à gauche du PAF. Hein. Ça a tellement glissé, ça serait un black bloc. Non, peut-être pas black, ça serait un bloc, Jean-Pierre. Allez, on continue à la recherche du journalisme total. Comment ça s'appelle les deux bonnes femmes sur la une, là, des fois aussi, c'est pas trop mal. C'est qui les deux bonnes femmes sur la une? Je me rappelle plus de leur nom. Là, mais je fais pas spécialement attention au nom ni rien. Vous faites attention à quoi chez les bonnes femmes? À la télé, on voit pas grand-chose. Allez, j'arrête là parce que Juliette est en train de m'enfoncer une fourchette dans la cuisse. Vous connaissez les bonnes femmes. Lâche ce parpaing, Juliette. Allez, attendez. Place aux bonnes femmes. On va tenter de conclure. Laurent Delahousse. Ah, Laurent Delahousse. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît chez Laurent Delahousse? Bon, il est pas mal, donc c'est toujours agréable de regarder quelqu'un qui est bien. Il est pas mal physiquement, quoi. Ouais, physiquement, il est super bien même. Est-ce qu'il fait des bons reportages? Ouais, bon, ça on sait pas trop. Mais il est beau. Oui, voilà. Voilà, allez, faites pas chier. Faites pas chier avec des écoles de journalisme. Brossez-vous les dents, allez chez le coiffeur, lavez votre slip. Et à vous, le cœur des Françaises et des Français. Merci, la patrie d'Albert Londres. Et merci, Guillaume. Vous avez entendu, Guillaume? Ça, c'est un journaliste. Lavez votre slip. Il est 18h47, on est toujours sur Nova dans la dernière avec notre invitée Loumi qui est journaliste. Mais elle dit pas qu'elle est... Mais en fait, si. Elle est journaliste, mais elle est pas folle du mot. En tout cas, elle pratique à Blas et à l'Humanité. Elle analyse le système médiatique. Il y avait le premier chaland de Guillaume qui évoquait Gilles Boulot. Toi, tout à l'heure, tu nous as dit que tu regardais La Grand-Messe, qui, moi, quand même, m'a un petit peu surprise. Il y a encore pas mal de gens qui regardent le 20h. Il y a encore pas mal de gens qui regardent le 20h. Oui, alors moi je regarde celui du service public, même si c'est la Salamé maintenant. Mais effectivement, celui de TF1 est très très suivi. Alors bon, par contre par une population beaucoup plus âgée. Ouais. Et c'est vrai que ça a quand même moins de poids, parce qu'en règle générale, les gens regardent moins la télé. Après, ils regardent quand même beaucoup de choses qui passent sur Internet de la télé, notamment l'interview politique du 20h, elle reste quand même très importante, que ce soit sur TF1 ou sur France 2. C'est là aussi où il va y avoir pas mal de déclarations qui peuvent être faites, etc. Enfin, ça reste un rendez-vous en fait important. Après, en soi, c'est vrai que finalement le 20h, il y a quelques instants qui sont un peu importants peut-être au niveau politique, mais sinon, on en parlait d'ailleurs dans un rhinocéros il y a pas longtemps. C'est quand même beaucoup des trucs conso, etc. Enfin, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose où l'information est très mauvaise. Et je crois que c'est Arrêt sur Image qui expliquait bien que, par exemple, depuis que Léa Salamé a repris le 20h, il y a de plus en plus de place pour les faits divers, par exemple, et de moins en moins pour l'international. Et en fait, plus ça va, et plus le 20h, on va dire, perd le côté justement informatif qu'il doit avoir. Et voilà, on se retrouve même parfois avec un peu de la publicité déguisée dans le 20h. On parlait des piscines il n'y a pas longtemps, par exemple, des gens qui viennent pour expliquer comment leur piscine est éco-responsable aux 20h. Ouais. Et il y a des guides pour passer aux 20h, etc. Enfin, donc... Et ça, tu penses que c'est une question de budget ou c'est une question de ligne éditoriale, tout simplement? Ah non, c'est une question plutôt de ligne éditoriale. Non, parce que pour le coup, c'est vraiment... les choix sont faits. Alors, c'est vrai, on se posait souvent la question, oui, c'est bien la présentatrice du 20h qui choisit les sujets, qui choisit en tout cas, qui donne le mot final, qui décide de langue, voilà, qui tranche. On lui propose donc, voilà, quand on lui tape dessus, c'est que c'est vraiment sa responsabilité en grande partie.
Et voilà, après, en soi, bon, les gens pleuraient beaucoup à Anne-Sophie Lapix, c'était pas non plus. Voilà, mais on sait qu'il y avait beaucoup d'histoires, de ces interviews qui étaient peut-être trop piquantes, soi-disant, avec Macron. Alors, on a réécouté, on n'a jamais trouvé rien de piquant avec Anne-Sophie Lapix, mais bon, pour le coup, ça avait fait tout un débat, etc. Donc, ça reste très important, en fait, de comment fonctionne le 20h, quelle est sa forme, encore une fois, je parle de celui de France 2 principalement. Ouais. TF1, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas justement ce lien avec le gouvernement, il n'y a pas ce lien avec le président de la République, etc., qui peut un petit peu choisir et avoir quand même du pouvoir sur la télévision du service public. Quoi. Mais justement, parlons de l'audiovisuel public. Nous, on connaît un peu, on a évolué quelques années. Quel regard tu portes là-dessus, toi, sur ça Est-ce que c'est quoi? Un lent déclin, une lente compromission à droite, des pressions politiques? Comment tu l'analyses? C'est vrai qu'on répète très souvent que il faut vraiment que Bolloré ne prenne pas toute la place de la critique média et que vraiment le service public a une énorme responsabilité. Et d'ailleurs, même encore plus de responsabilité, on pourrait dire, parce que pour le coup, il n'y a pas normalement un milliardaire qui a des intérêts derrière, etc. Alors, il y a des intérêts aussi, évidemment, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de totalement nouveau. Pareil, c'est des choses un peu, peut-être que je répète des choses qu'on dit souvent, mais on sait que c'est Jean-Marie Le Pen, il est arrivé sur Antenne 2 en 84. Il y avait Alain Duhamel, d'ailleurs, qui faisait partie des journalistes qui avaient dit oui, on l'invite, alors qu'il était complètement inconnu à ce moment-là, en fait, Jean-Marie Le Pen. Et après son passage à l'heure de vérité, Non, mais parce qu'il me semble que c'est que Duhamel, il avait toute l'attitude pour le faire parce que Mitterrand trouvait que c'était une bonne idée. Alors oui, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait écrit une lettre à François Mitterrand. Et c'est justement pour ça que c'est assez dingue cette anecdote, parce que c'est à la fois la responsabilité de la gauche au gouvernement et du service public. Et donc effectivement, c'est Jean-Marie Le Pen s'était plaint auprès de Mitterrand, lui avait écrit une lettre en disant je n'ai pas de visibilité, etc., etc. Et Mitterrand, se disant que ça pouvait probablement faire perdre un peu des voix à la droite, ce qui s'est passé, a demandé au directeur d'Antenne 2, exactement, d'inviter Jean-Marie Le Pen, du coup, à l'heure de vérité, qui était vraiment la grosse émission. Et donc c'est comme ça qu'il a été connu. Il a fait un coup d'éclat, etc. Et c'est comme ça que de plus en plus, de nombreuses personnes ont pris leur carte au FN à ce moment-là. Et donc voilà, ça a quand même commencé là. Et après, je fais un énorme saut dans le temps, mais quand même, Zemmour, il s'est fait connaître sur France 2, dans On n'est pas couché. Il ne s'est pas fait connaître sur CNews. Sur CNews, il était déjà une immense star, en fait. Et donc c'est vraiment Laurent Ruquier qui lui a... j'allais dire Laurent Wauquiez. Laurent Ruquier qui lui a donné la visibilité et qui en a fait. Et d'ailleurs, on voit toute ce qu'on appelle la nouvelle droite, nouvelle extrême droite, toute cette génération là justement des Tegner, Marion Maréchal, Geoffroy Lejeune, etc. Ils expliquent bien que eux, ils ont vraiment été nourris des discours de Zemmour sur France 2. Donc vraiment, voilà, il y aurait des exemples, il y en aurait des milliers sur France Inter, on a Guillaume Erner sur France Culture cette semaine, c'était encore la semaine dernière. Il est bon Erner en ce moment. Il est en forme. Et sur France Info aussi, il y a des exemples un peu dingues avec... le pour et le contre, là, avec Paul Melun et Nathan Devers. Le pour et le contre. Et ils sont tous les deux fachos, mais bon. Et puis aussi, non seulement ils ont des idées fachos, mais surtout, ils traitent de sujets parfois qui les intéressent eux, de leur mondanité, de toutes les choses qui peuvent les intéresser. Eux, ils invitent leur copain Michel Onfray, etc. Et vraiment, un peu leur truc à eux, entre eux, mais qui n'est pas, justement... La radio de service public, elle devrait être là pour justement rendre service et intéresser les gens. Et là, c'est très souvent des sujets qui sont choisis. Ils ont aussi invité Tugdual Denis de Valeurs Actuelles, donc directeur de Valeurs Actuelles, ça commence à faire beaucoup, pour venir faire la promo de son nouveau bouquin. On en parle dans le Rhino de demain, du coup, de tout ça. Voilà, petit scoop. Exactement. Et tout simplement, il vient faire sa promotion sur le plateau. Et voilà, on est sur France Info, quoi. Et bon, alors cette émission va s'arrêter l'année prochaine, heureusement. Mais pourquoi être allé chercher ces deux anciens chroniqueurs de CNews, Mais Eugénie Bastier arrive sur Eugénie Bastier, pour l'heure de vérité d'ailleurs, justement, le remake. Et effectivement, ils avaient proposé aussi à Marc-Olivier Fogiel, ils avaient proposé, à plein de gens de gauche, quoi. Et donc il va y avoir ça. Il prépare en fait toutes sortes de nouvelles émissions là pour les élections, en vue des élections présidentielles, avec finalement des anciens de CNews, des anciens d'Europe 1. Et ça, pareil, c'est Charles Laloncle qui avait dit lors d'une commission d'enquête, mais pourquoi vous invitez pas Christine Kelly, pourquoi vous invitez pas tous les noms de gens nuls en plus, vraiment. Mais et après, pour dire, on leur fera passer l'invitation. C'est quand même, c'est lui qui décide, quoi. Maintenant, c'est un ciotiste qui va dire, en fait, il faut que pour commenter les élections présidentielles, on mette telle ou telle personne à l'antenne. C'est quand même. Mais tu crois que c'est plus, pardon Juliette, non. Non, vas-y. Mais tu crois que c'est plus de la lâcheté vis-à-vis
des décideurs de l'audiovisuel public ou alors de la cointance ou alors de l'idéologie pure et dure ou... un peu de tout ça. Un peu de tout, tout ça. Les chefferies éditoriales, déjà, sont toutes, on va dire, un peu dans la même sociologie. On va dire, oui, c'est pas des grands milliardaires, etc. Mais c'est quand même la petite bourgeoisie. Et c'est une bourgeoisie qui, du coup, veut défendre ses intérêts, donc veut défendre le néolibéralisme en général. On n'a pas, encore une fois, là, je m'éloigne de la presse écrite, même s'il y aurait énormément à dire, mais dans à la fois la radio et à la télévision, c'est quand même vraiment le truc de il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, vous avez vu, dès qu'il y a une lutte sociale, dès qu'il y a un mouvement, il faut absolument le condamner immédiatement. Et donc, vraiment, il faut préserver. Donc, il y a un côté très idéologique, effectivement. Parce qu'il faut préserver quand même le fait qu'on vit dans une société néolibérale. Et même si elle se fascise de plus en plus, c'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux qu'elle se fascise plutôt qu'il se passe des trucs qui commencent à justement déranger leurs intérêts à eux. Et donc, effectivement, après, il y a un côté de peur, bien sûr, des répercussions. Ils sont aussi victimes de l'extrême droite. Mais en tout cas, ceux qui décident, parce que heureusement, on le rappelle, bien sûr, c'est pas ceux-là qui font les médias, c'est pas ceux-là qui font tout le journalisme, la presse, etc. Même à CNews, il y a des gens qui essayent de bosser, il y a des gens qui sont de gauche. Non, mais c'est vrai. C'est juste qu'ils sont pas du tout à l'antenne et que leur travail est piétiné une fois, à l'antenne. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai que ça reste un petit peu idéologique, malheureusement, et il faut pas l'oublier. Parfait. Merci beaucoup, Loumi, pour tout ça. Reste avec nous jusqu'à 20h10. Merci pour les analyses. On va se retrouver après un petit peu de musique. Loire, c'est Loire, il n'y a plus d'espoir. Alors heureusement, il n'y a jamais, vraiment, il n'y a strictement personne, jamais qui a chanté ça et c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Tu veux de l'espoir, mon Oui, petit un petit Guillaume peu, s'il vous plaît. Eh bien, on va écouter un titre d'Ice Cube, un titre de 1992 intitulé It Was a Good Day. Et dedans, il raconte que c'était pas un si bon jour que ça, en vrai, mais Ice Cube, une fois la journée finie, il dit que si, ça allait, puisque de toute façon, quoi, demain est un autre jour. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, la journaliste Loumi. Juliette et Aymeric se sont glissés dans le public. Je ne sais absolument pas où ils sont. Ils doivent être par là. Oh là, je vois Aymeric. Et il y a une Juliette certainement par là. Parce que je vous le rappelle, pendant toute la tournée, on joue, on joute. C'est la grande joujoute. On joue, c'est la grande joujoute. Et Juliette, t'es avec une candidate, la tienne même. Oui, Ta c'est candidate. la mienne, elle est à moi. Alors comment qu'elle s'appelle? Comment est-ce que vous vous appelez? Lauriane. Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour Lauriane. Et bienvenue aux Alcooliques Anonymes. Lauriane, est-ce que tu es de Riorges? Je suis originaire de Roanne et j'habite dans le Puy-de-Dôme. Bon, c'est pas mal, si, ça va. Petite déception dans le Mais public. non, il n'y a pas de déception. Je vais te poser une question extrêmement importante, Lauriane. Quelle est ta chanson d'amour préférée? Milord d'Edith Piaf. Wow. Est-ce que tu te sens, Lauriane, de nous en chanter un petit bout? À fond. Maintenant, j'y vais là. Ah oui. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du bord, une ombre de la rue. Bravo. Bravo Lauriane. Aymeric, t'es avec C'était ton candidat. insupportable. Oh là 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 là. Je suis avec mon candidat. Comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas. Bonjour Nicolas. On les aime les Nicolas. On dit bonjour Nicolas. Nicolas, tu fais quoi dans la vie? Je suis informaticien. Informaticien. Il a perdu. Dis donc, un puceau. Alors je t'ai demandé, Nicolas, quel était l'homme ou la femme politique que tu imitais le mieux? Et je propose qu'on essaie de deviner. Ah ouais, ça va être On bien, devine? ça. C'est Vas-y. parti, à toi mon Nico. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES. Alors là, c'est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bien sûr. Ah oui. Mais j'étais estomaqué parce que je pensais que c'était vraiment Raphaël Glucksmann qui venait d'arriver. Mais non, c'est Nicolas, C'est l'informaticien. incroyable. Nous jouons sous le contrôle de monsieur l'arbitre Pierre-Emmanuel Barré. Est-ce qu'il est prêt? Je suis prêt, je suis prêt. Il est prêt et nous jouons pour un formidable cadeau. Vous jouez pour un formidable cadeau. Un pistolet à eau qui vous vaudra une garde à vue immédiate. Allez, première question, on y va Juliette. Lauriane, la question est la suivante. Où se déroule actuellement le meeting de Jordan Bardella? Il y a 4 possibilités. À Monaco, sur un circuit de Formule 1. À Liévin,
au Hellfest avec pas mal de ses potes, dans la matinale de France Culture. Quelle est ta réponse? Pas facile. Lauriane. Liévin. Monsieur l'arbitre. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. 1-0 pour Lauriane. C'était facile. Rien n'est C'était joué. facile. Rien n'est joué. Émeric. C'était facile. Alors, Nicolas, qui fait... Ouais. Là, c'est Malo qui vient de s'endormir sur la console. C'est pas Si grave. vous voulez que je ferme ma gueule, vous dites direct. Hein. Ferme ta gueule. Bon, c'est à Nico. Alors, ta réponse. Je n'ai pas posé la question. Alors, j'ai l'impression d'être à Interville, j'en ai plein le cul. Alors bon, qui fait son grand retour aujourd'hui? La canicule qui revient sur toute la France, Saint-Étienne qui revient en Ligue 1, Manuel Valls qui revient comme toujours, ou l'ouverture de la billetterie du spectacle d'Aymeric Lompré et Pierre-Emmanuel Barré en duo en tournée en toute la France à partir de janvier. Pas facile ça. La billetterie? Mais c'est la bonne réponse, C'est la bonne bien réponse. sûr, évidemment. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. La billetterie. La billetterie. Oui. Un partout. Alors, comment on va faire pour départager? Eh ben, pas de problème, parce que c'est pas fini. Il y a une question bonus qui vaut 1000 milliards de points. C'est beaucoup. Combien? Ah oui, 1000 milliards. c'est beaucoup. Voilà, ça va départager clairement. Toujours des records qui servent à rien, mais aujourd'hui, c'est un record local. En 1988, à Riorges, 500 bénévoles ont réalisé la plus longue tresse de fleurs du monde. Combien mesurait-elle en mètres? Alors, Lauriane. Lauriane. Quelle est ta réponse? Ils étaient 500. 500, c'est beaucoup de gens quand même. Ouais, c'est On n'aide pas, Juju. 4 km, ça marche. Enfin, 4000 mètres, quoi. 4000 mètres pour Lauriane, D'accord. pour Nicolas. 4000 mètres. Merde. Nicolas. 3000 mètres? 3000 mètres pour 3000 Nicolas. mètres. Monsieur l'arbitre. Eh bien, la réponse est de 4140 mètres. C'est Lauriane. C'est Lauriane qui gagne C'est ce Lauriane magnifique qui- pistolet à eau. Alors, il faut savoir que Oui, le monsieur précédent l'arbitre. record était détenu par les Anglais avec 1380 mètres. C'est nul. les Ils sont nuls. nuls, les Anglais, avec leurs dents, là. You want a cup of tea, là. Non, non, c'est des gros nuls. Gros nuls, les Bruno, Anglais. on applaudit Lauriane qui a gagné ce magnifique cadeau. Attention à la garde à vue. Et on applaudit Nicolas. Tous les deux, vous gagnez 5 livres de la collection 10-18. Des goodies Enercop et une adhésion à Riorges Ma Ville, le parti d'opposition qu'on adore. Merci beaucoup d'avoir participé à ce grand jeu de l'été. Mais reprenons les choses sérieuses. Nous sommes toujours avec notre invité Loumi. On parle de journalisme, on parle de médias. Et on n'a pas encore parlé du grand régulateur des médias, l'Arcom. Qu'est-ce que Loumi, toi, tu penses de l'Arcom et de sa manière de fonctionner? Nous, on pense qu'il faut arrêter avec l'Arcom. Ok. Il faut détruire l'Arcom Ouais. et tout refaire. Genre vraiment tout... en fait, faire un véritable régulateur, tout repenser en réalité. Ouais. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'Arcom ne sert absolument à rien. Après, je rappelle quand même, parce que c'est vrai que là, je dis des trucs un peu durs comme ça, l'Arcom aussi, les gens de l'Arcom se sont pris aussi beaucoup de harcèlement. Les gens de Frontières sont allés carrément à leurs locaux, etc. Enfin, sans parler de CNews qui est allé extrêmement fort. Mais ça n'empêche que pour le coup, c'est pas parce que l'extrême droite menace qu'il faut Oui, qu'il faut pas dire les voilà, choses. Ouais. baisser la tête. Leur rôle, normalement, c'est censé être voilà, un contre-pouvoir. C'est censé en fait, avoir la possibilité de taper du poing sur la table Ouais. et d'arrêter les choses quand il le faut. On voit bien que l'Arcom est complètement inutile quelque part. Déjà, ça a été vu comme une grande victoire que C8 soit fermé, mais c'était surtout CNews qu'il fallait fermer. Donc il y a ce truc-là. Pourquoi CNews a encore le droit de diffuser après toutes les horreurs qu'on peut entendre toute la journée, qui dépassent en plus justement la loi, etc. Parce que c'est vrai que après on pourrait dire les lois justement ils les arrangent comme ils veulent, mais même si on voulait appliquer juste les règles qui sont mises en place, qui sont déjà très permissives, on va dire, ça c'est déjà pas fait. Et donc ça a été prouvé que le président de l'Arcom, donc maintenant c'est Martin Ajdari, il est nommé directement par le président de la République, donc Ce qui est Macron. déjà quand même un tout petit Voilà, problème, en problème termes d'indépendance, ouais. exactement. Ça, c'est déjà. Pourquoi ça marche comme ça? Ouais. C'est n'importe quoi. Et on sait que, par exemple, lui, il parle un petit peu d'esprit de censure, en fait, qu'il voudrait éviter. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, donc, du coup, il va pas prendre de mesures contre CNews. Il y a de moins en moins de mesures qui sont prises contre cette chaîne. C'est vrai que là, je parle beaucoup de cette chaîne, mais effectivement, il y aurait sur plein d'autres chaînes et antennes qu'il faudrait faire quelque chose. Mais effectivement, en fait, non seulement rien n'est fait à la hauteur, mais en plus, de moins en moins de choses sont faites. Donc, ils se permettent de plus en plus d'aller de plus en plus loin. Donc c'est quand même, pour nous, on considère que à partir de ce moment-là, l'Arcom, et ça fait déjà longtemps, c'est pas depuis la nomination de ce nouveau président, ça fait déjà très longtemps que l'Arcom ne joue pas son rôle, et aussi parce qu'il ne peut pas le jouer.
aussi parce que le gouvernement ne lui donne pas la possibilité de le faire. Donc voilà, l'Arcom n'est pas seul responsable, mais bah, en tout cas, là, pour l'instant, c'est clairement, il nous faudrait complètement autre chose, puisqu'on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien qu'il y a toujours les mêmes affreux à l'antenne, et qu'il y a toujours les mêmes horreurs qui sont déversées toute la journée, et que, bah, au bout d'un moment, il faut débrancher, en fait, les chaînes, quoi. Comment on pourrait imaginer mieux ? Faites mieux, disait l'autre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme instance de régulation ? Est-ce qu'il en faut une déjà ? Ça dépend. Pour le coup, alors là, je renvoie aussi à ce que va répondre plutôt à tout ça, justement, Acrimed qui bosse là-dessus, qui propose des solutions. Alors nous, on montre que des problèmes. Mais pour le coup, ils ont vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et en fait, avant un régulateur, il y a vraiment la question de la concentration des médias qu'il faut régler. C'est vraiment pas possible, en fait, d'avoir 9 milliardaires qui contrôlent quasiment toute notre presse. En fait, ça sert à rien, j'ai envie de dire, de repenser un régulateur, même si évidemment je suis la première à dire que oui, il en faut un, bien sûr, sinon ça deviendrait n'importe quoi. Mais par contre, avant ça, il y a énormément de choses beaucoup plus à faire bien avant, et qui sont des décisions très fortes à prendre, des décisions politiques. D'ailleurs, il faut qu'on exige, d'ailleurs, à la gauche, si elle arrive au pouvoir, il faut qu'on exige vraiment qu'elle soit hyper ferme. Alors après, ferme tout de suite, ils vont dire oulala, ils vont reprendre les médias en main et tout ça. C'est pas ça, mais c'est qu'au bout d'un moment, il faut bien sûr donner de la liberté aux médias. Mais par contre, il faut reprendre la façon dont c'est fait, parce que là, c'est clair que pour le coup, on peut pas laisser comme ça des milliardaires absolument servir leurs intérêts, leur idéologie fasciste, et la répandre à ce point. Il faut mettre un coup d'arrêt à ça, et très très vite. Sinon, effectivement, on peut pas dire que oui, on vit dans une démocratie, on a de l'information libre, etc. Donc, Juliette ? Mais je plus sois tout ce que tu viens de dire. Juste le truc, c'est que donc il s'agit de détruire, de dire que on arrête avec le capitalisme. Non, mais parce que sinon, ça finit le jeu. Il est peut-être temps, ouais. Non, mais puisque les inégalités. Ça te rappelle ton interview avec Marine Tondelier ? Oui. C'est vrai qu'on vous conseille l'interview de Loumi, de Marine Tondelier par Loumi, qui a abordé cette question-là, du capitalisme. Quelle est ta question, Juliette ? Non, ma question c'est, est-ce qu'il y a une autre option ? Est-ce que tu vois, toi, une autre option ? Que le capitalisme ? Non, y mettre fin. Ben non, mais les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Il y a de plus en plus de milliardaires. Ils ont décidé qu'ils avaient aussi envie d'avoir des médias pour, je sais pas, satisfaire leur ego, sans doute. La solution ? Je sais pas, la révolution. Ok, mais... Non, mais une des autres solutions qu'on a pour l'instant, c'est les médias dits indépendants. Qu'est-ce que c'est un média indépendant ? Par exemple, nous, sur Radio Nova, est-ce qu'on est un média indépendant ? Mais oui, on est indépendant. Ah non. Voilà, donc c'est ça. Alors, c'est quoi la définition d'un média indépendant ? J'ai de la chance de venir ici avant qu'on ait fait Rhinocéros sur Mathieu Pigasse. Ah ouais, on a hâte de le voir celui-là. Non, mais parlons-en. À partir de quand on est un média indépendant ou pas ? Parce qu'on considère que, en fait, à partir du moment où une personne possède des médias et qu'elle a aussi d'autres intérêts, parce qu'elle a fait sa fortune ailleurs, pas sa fortune avec un journal qui a vraiment super bien marché, et le mec a vraiment fait son super journal et il est devenu riche grâce à ça. Pour le coup, il y a d'autres intérêts, en fait, et malheureusement, effectivement, quand il y a une personne qui possède ça aujourd'hui, si demain, par exemple, Mathieu Pigasse, il change d'avis politique, qu'est-ce qui va se passer ? Si il décide de se présenter à la présidentielle, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin voilà, c'est aussi il y a plein de questions comme ça. Voilà. Et oui, on se les pose aussi, figure-toi. Donc non, Radio Nova n'est pas pour nous un média indépendant parce qu'il appartient aussi à. Mais voilà, c'est ce que ça vaut en fait pour nous, pour tous les médias qui appartiennent à des milliardaires ou même juste des millionnaires, c'est déjà bien. Donc on peut considérer qu'un média indépendant, c'est un média qui appartient à ses auditeurs et auditrices ou à ses journalistes ? C'est déjà un bon début. Oui, carrément. En fait, il y a même, ne serait-ce que, encore une fois, le fait de un homme, un média, les ordonnances de 44, ça c'est aussi Acrimed qui rappelle ça, qui simplement, le Conseil national de la résistance disait, un homme, un média et pas d'autres intérêts. Juste, tu travailles sur ton média, tu fais rien d'autre à côté. Parce que sinon, comment on peut se dire que l'information sera forcément fiable, qu'elle sert pas des intérêts, qu'elle fait pas de la publicité, qu'elle cache pas des enquêtes, qu'elle cache pas des affaires. Telle personne peut se faire virer du jour au lendemain. Vous connaissez ? Ouais, on connaît. Il n'y avait pas de milliardaire. Mais donc du coup, on peut, malheureusement, ça peut pas être de l'indépendance. Même si après votre émission pousse la fenêtre d'Overton à fond et ça fait vraiment plaisir. On fait pas exprès. Mais voilà, c'est vrai que... Ok, merci beaucoup Louis, merci. Les terres ont été dit, comme on dit. On va continuer à parler de tout ça. On a plein de questions à te poser jusqu'à 20h10. Notamment sur les modes de financement des médias. Nous, c'est la publicité.
Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Loumi. Il est 19h14. Vous posez des questions et pour y répondre, on a choisi le plus... Enfin, le moins, j'en sais rien. Enfin bon, il restait que Pierre-Emmanuel de toute façon. Pierre-Emmanuel Barré, est-ce que tu as lu les questions des auditeurs et des auditrices? Et voilà, et voilà. Et non, je n'ai pas lu les questions des auditeurs. Et voilà. J'ai pas lu les questions. Qu'est-ce que tu vas faire, Guillaume? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me renvoyer de la tournée? Oui, s'il te plaît, je t'en supplie. Par pitié, fais-le. Fous-moi à la porte. Laissez-moi au bord de la route, j'en peux plus de vous. Sortez-moi de là, putain, je vous jure, ils sont insupportables. Guillaume, il est de bonne humeur en permanence, ça me rend fou, quoi. Quoi qu'il arrive, il a son grand sourire de simplet accroché à sa face, là. Il y a des punaises de lit à l'hôtel. Oh, quelle merveilleuse occasion pour observer ces insectes fascinants. Saviez-vous qu'elles peuvent tenir un an sans boire du sang? Mais ta gueule! Ta gueule! Juliette, elle me fout les jetons, là. Elle passe ses après-midi allongée dans l'herbe en lisant comment trancher discrètement les testicules d'un homme dans son sommeil. De temps en temps, elle lève les yeux vers nous avec un sourire glaçant, là. Par contre, Aymeric, il est super. Aymeric, il est super parce qu'à côté de lui, tout le monde a l'air perspicace, rigoureux, compétent et surtout sobre. Parfois, quand on est en van, tous les quatre, je rêve qu'on tombe dans un ravin et que je suis enfin libéré. Mais avec le bol que j'ai, on survivrait tous. On se retrouverait dans la même chambre d'hôpital, plâtré du cou jusqu'aux chevilles, avec Guillaume qui serait là dit non, c'était une belle expérience quand même. Pendant quelques secondes, on a volé comme des hirondelles. Juliette qui nous regarderait avec un sourire qui veut dire si je remarche avant vous, vous pouvez dire au revoir à vos burnes. Et Aymeric qui ferait si je pète dans mon plâtre, vous croyez ça va sortir par les chevilles ou par le cou? Donc non. Non, Guillaume, je n'ai pas lu les questions des auditeurs, mais j'en ai inventé. Et aujourd'hui, c'est Malik qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, une ville qui bouge. Petit tour de l'actu locale. 20 ans après le drame, personne n'a oublié la tragique histoire de Célestin, Céleste 2 et Céleste 3, les triplés oubliés dans une voiture en plein soleil sur le parking du Kiloutrou de la zone commerciale de la Cratouille. Comme vous le savez, les bambins qui ont survécu grâce à la climatisation et aux pommes-potes dans la portière vivent toujours dans la Clio 3 et célèbrent aujourd'hui leurs 22 ans. Joyeux anniversaire à eux. Le boulevard du Maréchal Maurice se met au vert face aux canicules à répétition. Il a été décidé en conseil municipal de planter une 50aine de platanes centenaires sur toute la longueur de l'artère principale de la commune pour créer un îlot de fraîcheur. Après 37 collisions mortelles, il a été décidé en conseil municipal de retirer les arbres de la chaussée pour les placer sur le trottoir. Jackpot pour la famille Salvini et son food truck de poisson frit de père en fiche. Le restaurant éphémère. Le restaurant éphémère qui a jeté l'encre sur les berges de la Roustinière affiche cette saison des bénéfices records grâce à une facture énergétique nulle. En effet, avec le dérèglement climatique, le poisson frit directement dans la rivière surchauffée. Le cuisinier n'a plus qu'à le ramasser à la surface de l'eau en se servant de son panier à friture comme d'une petite épuisette, comme quoi on peut faire rimer écologie et gastronomie. Succès mitigé pour la 16e édition du festival musical Rouste en Fête. Les organisateurs s'étant engagés à ne programmer cette année aucun artiste accusé de violence sexiste et sexuelle. Les festivaliers ont passé 3 jours devant une scène vide. Science, pour terminer, avec cet incroyable exploit à l'université Mohamed Rosenberg. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le professeur Rigourdin a réalisé le premier voyage dans le temps à bord de sa machine, la Time Travel 3000. Tuer des dictateurs avant qu'ils ne prennent le pouvoir, évacuer des populations la veille d'une catastrophe naturelle, mettre un préservatif le jour de la conception de ses enfants. Impossible, malheureusement, car la Time Travel 3000 ne permet de voyager que dans le futur. Le concept est simple, on s'assied au poste de pilotage, on attend 10 minutes et quand on ressort de la machine, il est 10 minutes plus tard. Rien n'arrête la science. Mais assez parlé d'actu, revenons à Malik qui nous dit « Bonjour, j'ai remporté cette semaine le concours d'apnée du centre nautique de Saint-Roustan. Bravo à toi Malik. Je vous écris depuis le service des grands brûlés du centre hospitalier. Il me semble qu'organiser ce concours dans la Roustinière n'était pas très judicieux. Effectivement, Malik,
Mais comme dirait Guillaume, 6 mois à l'idée. Quelle chance, tu vas avoir le temps de lire environ la moitié de mes livres. Voilà, je reviens mardi. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel, qu'on retrouve en tournée bientôt avec Émeric Lompré et en librairie avec les Chroniques de Saint-Roustan en bande dessinée. Il est 19h presque 20 sur Radio Nova, le moment d'accueillir notre invitée locale. Elle fait partie de l'association Un temps pour un autre. Evelyne Prudhomme est avec nous, messieurs, dames. Salut Evelyne. Tout va bien? Oui. Impeccable. Alors, dans un premier temps, Evelyne, je t'ai dit que tu faisais partie de l'association Un temps pour un autre. On a envie de savoir, qu'est-ce que c'est que cette association, Evelyne? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une association qui est des échanges de services, c'est-à-dire que une heure donnée égale une heure reçue. Il n'y a pas d'échange d'argent, c'est uniquement sur des prestations, de ce qu'on peut offrir. Ok. Ou recevoir. Alors, du bricolage, des coutures, jardinage, garde d'animaux, aide informatique, voilà. Ben, tu vois, on parlait tout à l'heure, on se demandait comment mettre fin au capitalisme. Eh ben, voilà. Evelyne, elle y participe tous les jours. Voilà, ça c'est du concret. Donc, on a compris le principe. Concrètement, comment ça se passe? Il faut adhérer à l'association? Il faut adhérer à l'association. Nous sommes situés 50 Place Centrale à Riorges. Nous sommes dans un local de la mairie. Ok. Merci la mairie. Oui, merci la mairie. Nous sommes pour le moment 97 adhérents. Donc à l'adhésion, on donne 10 euros. 10 euros par an. 10 balles par an, ok. Oui, et on part avec 10 heures données pour commencer les échanges. Voilà. Donc on a une sorte de banque de 10 Oui, heures et on peut... ouais. Et après, chacun demande son offre et redonne quand il peut, quand on lui redemande des heures. Donc il faut dire ça, c'est spécialisé un peu quand on s'inscrit, on se dit moi je suis bon, je sais pas, en jardinage Tout à ou en fait. soutien scolaire. Alors nous rentrons sur un logiciel ouais. quand l'adhésion est faite, nous rentrons sur un logiciel ce que la personne peut offrir et ce que la personne a envie de demander. Okay. Juliette, tu avais une question? Mais ouais, parce que je me dis, et s'il y a quelqu'un qui sait rien, par exemple quelqu'un qui saurait rien, qui aurait rien à donner. C'est pour un ami. Enfin, ce serait vraiment. Je vais la poser. Non, la mais moi question. je sais pas faire de couture, je sais pas faire de jardinage, je sais pas faire d'informatique. Mais tu sais fabriquer un bang. Mais non. Oui, mais nous organisons éventuellement des stands. Nous sommes au stand bio, nous sommes à la présentation des sociétés, donc ça peut donner des heures si vous participez. D'autre part, nous avons des permanences qui se tiennent au local le mardi de 10h à 11h et le jeudi de 17h30 à 18h30. Donc vous pouvez effectuer les permanences. Les permanences nous permettent de recevoir les gens, de répondre s'il y a des messages sur le téléphone, voilà, de rentrer les heures aussi, parce que quand vous offrez une heure, il faut remplir un chèque. On a un système de chéquier qui n'est pas de l'argent. Ouais. Donc on remplit la personne qui nous a offert et la personne qui a reçu. C'est uniquement l'heure, Il n'y a pas de notion de pénibilité ou autre. Non, tout à fait. Moi, je sais donner des cours de Bill Bocquet. Ouais, chaque heure reçoit une heure donnée. Alors, je crois qu'il y a quand même quelques petites limites dans les activités. On a posé la question tout à l'heure en coulisses. Si tu t'offres de l'apnée, une heure d'apnée, c'est trop long. Il y a eu des accidents. Ouais, tout à fait. Massage, par exemple, tout ça. Non, voilà. Il n'y a rien qui touche le corps. Voilà, mais il faut le préciser. Il faut le préciser. C'est important de le dire. Voilà, pour certains. Voilà. D'autres limites que tu nous as dit tout à l'heure, c'est genre si on veut faire sa maison ou sa véranda. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des petits malins quand même. Ouais. Il reste que ce sont 2 petits travaux, voilà. Qu'on ne va pas prendre le travail des artisans qui ont bien besoin de travailler. Ouais. Donc ça reste limite à un petit travail, une prise de courant, voilà. Petit bricolage. Petit bricolage, petite couture, l'ourlet de votre pantalon, voilà, ça reste. Bien. Et alors l'association Un temps pour un autre est liée avec un lieu qui s'appelle Ripper Café. Ripper Café. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le Ripper Café, c'est une association donc, qui a été mise en place par notre association depuis 2018.
Elle est assurée par les adhérents bricoleurs, bien sûr. Ok, donc là, c'est du bricolage. Je dis pas adhérentes parce qu'il y a beaucoup plus de messieurs. Ah, pas très woke encore, là, le Ripper Café. Il y a du... oui, c'est comme ça. Mais... Donc, ce Ripper Café se tient à notre local, le deuxième samedi de chaque mois. Par contre, nous ne sommes pas obligés d'être adhérents. Il est ouvert à toute personne qui a un petit objet à faire réparer. Je ne sais pas, machine à café. Un vélo, c'est comme ça ? Un vélo, éventuellement. Un robot. Même une tondeuse. Un camping-car Nous, on a la clip du camping-car qui nous lâche régulièrement. Alors on passera peut-être, ouais. Et donc, le deuxième samedi de chaque mois, nous tenons la permanence de 9h30 à 12h. Et chacun vient. Alors, éventuellement, on peut prendre rendez-vous sur le site de notre association. C'est moderne, il y a un site qui est hyper bien foutu. Je suis allé dessus, ça fonctionne. C'est formidable. Ou alors, laisser un message ou passer à nos permanences pour prendre rendez-vous. Mais on peut venir aussi sans rendez-vous. Parfait. Voilà. Et il y a de la modernité, je dis pas ça par hasard, parce que je crois qu'il y a de la technologie même. Tout à fait, parce que nous avons mis un accord avec le Fab Lab. Donc, nous tenons aussi une permanence, nos bricoleurs tiennent une permanence un mercredi par mois au Fab Lab qui est à l'agglomération rouennaise. Donc, le Fab Lab nous autorise à servir de tout leur outillage, ce qui nous permet de faire éventuellement des pièces 3D. Il y a une imprimante 3D. Et voilà. Mais oui, évidemment, Evelyne, elle est dans le futur. Vous pouvez fabriquer des armes. Oui. Non, pas avec ce ton. Non, mais par exemple, on a une pièce qui a cassé sur quelque chose, voilà, et ben on redemande à faire la pièce en 3D et c'est réparé. Super, merci beaucoup Evelyne d'avoir été avec nous. Je vais vous préciser. Oui. Dernière précision, vas-y, je t'en prie. Je vais préciser qu'au Ripper Café, nous avons en 2025 réparé 433 kilos de matériel pour 123 matériaux réparés. Voilà, et à 60% de réussite. Impeccable. Evelyne Prudhomme, l'association Un temps pour un autre, le Ripper Café. Incroyable. Merci d'avoir été avec nous, Evelyne. Et merci la mairie encore, qui accueille cette belle association. Comme quoi, il y a encore des belles histoires dans ce monde. Et ça tombe bien, les histoires, elle adore ça. C'est qui? Mais c'est Juliette Arnaud, bien sûr. C'est plus spécialiste tout le temps. C'est un beau roman. Regarde Juliette Arnaud. Le saviez-vous? Ici, à Riorges, qu'est-ce qui longe le parc Beaulieu? Une rivière, le Renaison. Du coup, on passe de jardin à jardin extraordinaire. Ah oui, si, la chanson des jardins extraordinaires, elle est très précise, elle le dit dès le début. C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais. Alors, il y a une licence poétique, bien sûr, le canard ne cause aucune langue à part la sienne, il cancane, mais cela précise que le jardin est extraordinaire s'il y a des canards, car s'il y a des canards, il y a de la flotte. L'eau, cette chose a priori anodine qui, dans l'ère caniculaire que nous éprouvons, devient inabordable, et je t'embrasse, Hamza. Le Paradou. Le Paradou, c'est le jardin extraordinaire et totalement fictif d'Émile Zola dans le roman La faute de l'abbé Mouret, roman de 1875. Et ce jardin, le Paradou, il ne peut être extraordinaire sans l'eau, sans le ruisseau qui le traverse de bout en bout. Au départ, le Paradou, c'est un immense jardin à la française du XVIIIe siècle qui a été totalement abandonné par les hommes pendant 100 ans, exactement comme dans un conte de fées. Zola écrit « Le jardin semble mettre une rage à bouleverser ce que l'effort de l'homme a fait. » Et on y trouve dans ce jardin, parce que la main de l'homme n'est plus là, grâce au soleil, au vent et au ruisseau, je cite encore Zola, une extravagance de bêtes heureuses, une débauche de feuillage, une marée débordante d'herbes, des tiges ayant des jaillissements de fontaines, une forêt redevenue vierge, dont les cimes se mamelonnaient sans fin. Punaise, mais qu'il est rusé, cet Émile. Vous avez noté le champ lexical? Et vous pouvez pas faire autrement que penser sexualité, hum et gaudriole. Or, le roman ne s'appelle pas La faute de l'abbé Mouret par hasard. Zola a peut-être été nul pendant la Commune,
Mais quand il raconte des histoires, Zola, il sait ce qu'il fait. Dans la petite maison de gardien du jardin abandonné est accueilli un jeune abbé très malade, quasi mourant. C'est un gosse mystique, à peine sorti de ses études religieuses, un poil trop exalté, qui bredouille dans sa fièvre la prière à la Vierge en lui disant « Vierge bonne, Vierge puissante, faites que je redevienne enfant, faites que j'ai 5 ans, prenez mes sens, prenez ma virilité ». Il est confié à la garde d'une jeune sauvageonne nommée Albine. Albine va sauver Serge, Albine va entraîner Serge dans le jardin, et Serge va oublier sa prière. Je vous raconte pas ce qui arrive après, c'est Zola, il n'a pas plus la passion de la religion que des fins heureuses. Alors, si vous aimez avoir un petit sourire heureux, même éphémère, quand une histoire prend fin, je vous conseille Les petites filles qui découvrent leur nouveau jardin bordé de l'eau courante dans le Japon des années 50. Les 2 sœurs de mon voisin Totoro, film d'animation japonais signé Hayao Miyazaki et qui date de 1988. Bon, il y a drame quand même, hein, dans mon voisin Totoro. La maman des petites filles est à l'hôpital. Les petites, elles font bonne figure, mais la secousse interne est bien là. Alors quand un jour, la plus petite, Mei, passe sous les racines apparentes d'un énorme, immense camphrier, c'est l'arbre emblématique d'Hiroshima. Il y en a, juste après Hiroshima, après la catastrophe d'Hiroshima, il a réussi à refleurir. Donc elle rentre à l'intérieur et elle découvre une créature magique, mi-ours, mi-chat, mi-hibou. Oui, je sais, c'est pas mathématique. Et c'est pas possible. Mais cette créature, c'est Totoro. Mais c'est ça le truc. Les enfants n'ont pas la voix intérieure qui dit « Ouais, mais ça, c'est pas possible. » Pour le meilleur et pour le pire. Et quand les petites vont s'envoler sur le dos de Totoro, Satsuki s'exclamera « Mei, on est devenu le vent !» Et ça sera vrai. Ceci posé, veillez à bien arroser ma tombe, s'il vous plaît, et faites écrire cette phrase de Martha Stewart. Si vous voulez être heureuse pour 1 an, trouvez-vous un homme. Pour 10 ans, trouvez-vous un chien. Pour toujours, trouvez-vous un jardin. Juliette Arnaud, merci beaucoup Juliette. On retrouve un podcast en vidéo sur YouTube, sur Instagram, Juliette Arnaud, Pénélope. Et oui, Zola a fait quelques petits trucs bien quand même malgré tout. On est toujours avec notre invitée, la journaliste Loumi. Juliette parlait de créatures. Il y a quelques temps, tu t'es lancé dans une autre aventure, puisque, on l'a dit un peu tout à l'heure, tu interroges d'autres créatures sur la chaîne de l'Humanité. Tu interroges des politiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé faire un jour? Est-ce que c'était un fantasme? Ou est-ce que c'est un calvaire? Pas du tout, c'est juste un gros piège. C'est vrai? Comment ça s'est passé? Tiens, comment tu as été recrutée? Non, oui, l'UMA m'a dit, tu veux participer à une émission? J'ai dit oui. Ouais. Et je pense que c'est un peu au dernier moment, j'ai compris qu'il fallait interviewer des politiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier d'interviewer des politiques? C'est quand même une certaine responsabilité, on va dire. Ouais. Et c'est particulier parce que ce que je disais, autour du plateau de l'UMA, donc on est plusieurs personnes, et je suis la seule à vraiment pas être journaliste pour le coup. Enfin voilà, c'est vrais journalistes professionnels qui sont avec moi, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Et du coup, qui aident à construire l'interview, etc., les thématiques qu'on va aborder et tout ça. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu le rôle que j'ai aussi, c'est que c'est là aussi, c'est utile que je sois pas journaliste, si je peux dire ça. Ouais. C'est que je suis un peu comme, la téléspectatrice devant sa télé, qui voit le politique en train de dire des choses. Alors, je peux pas lui parler comme je parle devant ma télé, mais tu le fais des fois un peu. Ouais. C'est l'équilibre toujours entre il faut qu'il revienne quand même. Faut pas trop ça en tête? Oui, forcément. Mais après, c'est vrai qu'en même temps, j'ai quand même la liberté de pouvoir aller les chercher un petit peu l'avantage. Alors, à l'Humain, on ne reçoit que des gens officiellement de gauche. Ouais. Et du coup, on veut justement être un plateau qui, contrairement au plateau habituel de télévision, on les pousse sur leur gauche. C'est l'idée. Oui, donc voilà. Donc pour le coup, c'est vrai que ça les surprend d'ailleurs très souvent. Ouais. Et nous, ça nous surprend que des gens qui se disent de gauche soient surpris qu'à l'UMA, on leur pose des questions pour les pousser sur leur gauche. Et d'où nos fameuses questions. On embête tout le monde avec le capitalisme, etc. etc. La lutte des classes. Oui. Et forcément, d'un coup, on les met face à d'autres choses. Et en fait, si on n'interroge jamais les politiques sur des questions, de marxisme, etc., des gens qui se disent de gauche, encore une fois, à ce moment-là, ça casse un petit peu l'image aussi. Et ça nous permet en fait d'aller dans des sujets peut-être plus profonds. Et enfin voilà, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, je pense qu'on arrive quand même à leur faire parler de choses dont ils ne parlent pas d'habitude. Et justement à les pousser un peu sur leur gauche. Et c'est là aussi, c'est assez amusant de voir qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise sur BFM que sur le plateau de l'Humain. Et encore une fois, tous ont l'étiquette de gauche. On n'a jamais invité quelqu'un qui est sous une étiquette de droite. Donc c'est
voilà, ça montre aussi parfois des contradictions ou peut-être des hypocrisies. Et Jusqu'où voilà. vous allez à gauche dans les invités? Jusqu'où, alors pour Jusqu'où l'instant, c'est toléré. alors oui, Glucksmann, ça serait envisageable. je pense qu'il veut pas du viendrait tout pas, ouais. venir. Ouais. Non. Il veut pas y pousser à gauche. Hein, Non, Non, mais imaginons, il se revendique de gauche, Glucksmann. Oui, mais je crois qu'il ne veut pas venir. Mais imaginons, Ouais. imaginons qu'il veuille, que ça lui prend, les chiffres sont trop dégueulasses, il faut que... Il tente le tout pour le tout. Ouais. Allez, je vais à la dernière. Non, Oui, ça serait non, envisageable. il me semble, enfin, je veux pas dire de bêtises, Ouais. mais il me semble qu'il avait été invité et ok. que je crois qu'il avait dit un truc genre c'est un traquenard, je n'irai pas. Ouais. Donc voilà. Et comment tu prépares ça? C'est quoi je t'ai demandé la plus grande difficulté, mais qu'est-ce qui t'a surpris le plus? C'est quoi? C'est la langue de bois, leur manière de se défiler C'est peut-être, oui, c'est ce que je disais, le fait d'être peut-être plus à l'aise parfois sur BFM que sur le plateau de l'UMA, parfois de l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail, si on peut dire ça, enfin, de travail dans le sens où justement, effectivement, de venir avec des petites phrases et tout ça, beaucoup de communication. Et comment quand tu on demande un l'analyses, peu toi le fond politique, parce que la politique c'est sérieux, quoi, et c'est pas une question de casting et tout ça, sur le terrain, il y a des gens qui font de la vraie politique tout le temps, en fait. Et c'est ça aussi qu'on reproche d'ailleurs aux journalistes, pour même revenir un peu en arrière, c'est le côté, vous parlez de politique, vous savez pas ce que c'est la politique, vous n'avez jamais milité. Alors ça c'est un truc, je sais pas s'il faut que les journalistes aillent militer, mais en tout cas il faut qu'ils voient à quoi ça ressemble en fait une asso, un syndicat, une orga, un comité, etc. Il faut qu'ils aillent voir à quoi ça ressemble, parce que c'est pas une question juste de casting et tout ça. Et souvent, et les journalistes et les politiques, les politiques eux-mêmes parfois ne savent même pas comment ça fonctionne en fait le travail de terrain, et ils sont juste effectivement entre les plateaux de télévision et c'est assez sidérant en fait de voir ça, et c'est médiocre quoi. Mais comment t'analyses qu'ils soient plus à l'aise sur BFM qu'à l'UMA? C'est quoi? Ils sont entre eux et ils ont l'habitude du déroulé de l'émission? Parce qu'à l'UMA justement, comme on veut les pousser sur leur gauche. Mais ils devraient être un peu à l'aise avec ça finalement s'ils sont déjà de gauche, quoi. C'est ça qui est surprenant. Oui, voilà. Ouais. Bon, est-ce qu'on est vraiment surpris? Non, mais bon. Mais bon, en même temps, du coup, c'est vrai que peut-être ça peut créer des malaises, parce qu'on voit que justement, en fait, à partir du moment où on leur demande pas d'être des turbo-communistes, etc., anarchistes, tout ce qu'on veut, c'est pas ça on sait bien que quand on les reçoit, voilà, il y en a qui vont être plus SOSDEM que d'autres, et on va pas leur exiger de faire un appel à la révolution, c'est pas ça. Mais parfois, quand même, on se dit, il serait pas possible de pousser plus loin, en fait, ta logique, quand on parle justement de lutte des classes ou de résoudre les inégalités et tout ça, les toutes petites mesures, les toutes petites choses, etc. Enfin, au bout d'un moment, nous, on est là aussi pour voir est-ce qu'il est possible, d'aller jusqu'au bout en fait de ce que vous êtes en train de proposer là. Et chercher la cohérence, quoi. Après, il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui sont même capables de remise en question sur le plateau directement. Carrément, t'as eu l'impression d'assister à ça sous tes yeux? Oui, le dernier qu'on a eu, Benoît Hamon. C'est une séquence qui était un peu rigolote, c'est qu'à un moment donné, je lui pose une question, je dis le mot gauche bourgeoise, et il dit on est sur un plateau militant. Et je lui dis on n'est pas plus sur un plateau plus militant que à BFM. Et tout de suite, il a dit non, mais vous avez raison, c'est la gauche bourgeoise. Donc, bon, finalement, il y en a aussi qui se braquent pas. Après, il y en a effectivement qui se braquent. Mais je me souviens que tu as posé une question à une personne du Parti communiste, tu as parlé de lutte des classes à une personne du Parti communiste, et que la personne était hyper étonnée par la question et ne savait pas quoi répondre. Oui, porte-parole du Parti communiste. Voilà, il dit j'ai je suis pas oublié son nom. porte-parole. Oui, c'est ça. Oui. Ce qui est quand même très très étonnant. Alors ça pose la question, l'éternelle et sempiternelle question de la neutralité des journalistes. Est-ce que tu penses que les journalistes doivent être neutres? Est-ce qu'ils ont la possibilité de l'être? Non, ils le sont pas. Ils le sont pas, et c'est vrai que c'est dangereux de faire croire que y a des journalistes qui sont neutres ou qui. Alors après, bien sûr, il faut tendre vers une forme d'objectivité et surtout, s'appuyer sur des faits. Ça, c'est la grande différence aussi entre la gauche et la droite, parce que les journalistes de gauche, moi, je travaille dans 2 journaux, 2 médias qui s'assument de gauche. Il n'y a pas de, c'est clair et net. On assume totalement, que ce soit l'UMA ou Blast, c'est plutôt à gauche. Et c'est vrai que, au moins, tout est clair dès le début. Et puis, par contre, pour reprendre les émissions sur lesquelles je travaille, par contre, on ne donne que des faits, que des choses sourcées, et on ne va pas manipuler les faits pour faire gagner le marxisme, quoi. Même si parfois ça nous emmerde un peu, on s'appuie vraiment sur des choses qui sont qu'on peut justifier, qu'on peut démontrer, et voilà. Puis après, il faut dire aussi que les faits vont quand même souvent plutôt dans notre sens, de notre côté de la barricade, quoi. C'est vrai qu'on a plutôt de la science avec nous, et les sciences sociales, etc., qui nous donnent raison. Mais c'est vrai que l'extrême droite, de son côté, en utilisant aussi le mensonge, la manipulation, en bougeant des chiffres, des sondages, etc., on se bat vraiment pas avec les mêmes armes. Donc il y a aussi ce truc-là, quoi. Mais oui, non, effectivement,
Enfin, voilà, vas-y, non, ouais. j'allais juste dire, effectivement, même sans parler des médias d'extrême droite, les médias, on va dire, traditionnels, généralistes, très souvent, bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, suivent complètement, finalement, le néolibéralisme et la campagne dans lequel on est, et même la campagne, du coup, sur sa pente fascisante, mais ce n'est pas de la neutralité, et encore une fois, il suffit de voir la persécution et la criminalisation des antifascistes, des antiracistes, etc., pour voir que, effectivement, ils veulent que rien ne bouge, et c'est une forme de prise de position politique, même s'ils veulent pas l'admettre, même s'ils veulent pas le reconnaître. Et est-ce que ça serait envisageable pour toi d'interroger quelqu'un de droite? Est-ce que c'est un fantasme? Ou est-ce que ça Sincèrement, je me bats à chaque fois en disant non, pas lui. C'est vrai, ouais. J'en ai pas l'envie parce que... Il est sympa, François Hollande. Et il viendrait peut-être, François Hollande. Oh, il viendrait sûrement. Il viendrait sûrement. Et Il adore les médias. Il adore les médias. Oui. Oh, il adore ça. Oui. Toi, c'est pas un truc que tu as envie de faire? Peut-être que ça va En arriver tant parce qu'en fait, une fois qu'on aura intellectuel, fait tu vois. une fois qu'ils seront tous fâchés ceux à gauche, non. Puis ils sont pas tant non plus. Enfin, à un moment, il y aura plus d'émissions. Bah oui, non. Vous allez inviter Emmerich et puis bon, ça sera le dernier qui restera, quoi. Ouais. Non, c'est pas impossible. C'est des discussions qu'on a entre nous. On est plus ou moins tous d'accord pour ne pas inviter la droite pour l'instant. Après, il y a des débats, etc. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce qu'en fait, je les vois déjà partout et que justement, avec eux, j'ai l'impression qu'on peut pas aller sur des sujets qui nous intéressent et que l'intérêt, c'est justement de bouger un petit peu l'agenda médiatique, de bouger un petit peu les angles, d'avoir des sujets politiques qui sont les nôtres, en fait, de nos sujets de gauche. Et voilà. Après, est-ce que c'est intéressant d'aller interroger des gens de droite sur des sujets de gauche, peut-être, en réalité, mais voilà, c'est encore des discussions qu'on a. Je suis pas complètement fermée, mais moi, c'est pas ce qui me fait le plus triper, quoi. Juliette, tu as une dernière question? Ouais, comment tu perçois tout à l'heure, on parlait d'Eugénie Bastier qui va arriver dans l'heure de vérité. Je crois que dans le même temps, l'heure de vérité a embauché un économiste de gauche. Thomas Porchet. Voilà. Et donc, en fait, le service public se défend un peu de cette manière-là en disant on met Eugénie Bastier, mais attention, on vous met Thomas Porchet. Oui, présenté par Benjamin Duhamel. Ah, le Belgique. Parce que c'est l'équilibre, c'est lui, c'est la neutralité. Voilà, exactement. Comment tu le, est-ce que tu penses, blague mise à part, est-ce que c'est possible que, est-ce que ça apporte quelque chose aux gens, ces débats entre des gens de gauche et des gens de droite? Là, le problème, c'est que c'est quelqu'un d'extrême droite et que moi, je pense qu'il faut surtout pas inviter les gens d'extrême droite à la télévision. On s'est raté maintenant. Mais... Ouais, c'est un peu foutu. Mais déjà, il devrait y avoir un cordon sanitaire depuis longtemps. C'est un peu foutu pour le faire maintenant. Mais en fait, moi, je considère que les gens d'extrême droite n'ont pas à s'exprimer parce que, en fait, leurs idées n'ont pas à devoir être diffusées, entendues, puisqu'elles sont dangereuses. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on choisisse. Soit on les considère dangereuses et on l'interdit, soit on dit que c'est acceptable. Et effectivement, ouais. C'est clair, les termes ont été dits. Merci Loumi, merci. On va continuer à parler des dégâts que fait que l'économie de marché dans les médias. Ce sera juste après une page de pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova et c'est vrai, on est en direct de Riorges avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, la journaliste, j'ai quand même envie de dire, Loumi, ou la vidéaste. Disons la vidéaste, puisque tu fais des vidéos sur YouTube. On l'a dit, tu fais des vidéos sur Blast avec Usul, Rhinocéros. On le conseille, il y en a un qui sort demain. Exactement. C'est ça. Et tu as un autre format avec Maudit qui s'appelle La Débauche. Eh ben, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on est, on est très contente. C'est sur Blast aussi, avec du coup camarade Maudit. Donc La Débauche, c'est une émission qui parle du travail, des travailleurs, avec un point de vue marxiste assumé. Là aussi, voilà, enfin assumé. En tout cas. Pour le coup, voilà, on va parler du travail. On essaye de s'adresser en fait au grand public le plus possible. On fait un peu des introductions, on va dire, à qu'est-ce que l'utilité du travail. Enfin, quoi notre travail est utile. On va parler. Là, on va bientôt tourner le prochain qui parlera du licenciement, par exemple. Et on essaye voilà. Oui. Oui, je connais bien. Voilà, exactement. Oui. J'ai regardé celui sur les prud'hommes pour te dire. Ah bah et oui. il est super. Eh ben, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on essaye d'aborder en fait le sujet du travail parce qu'on a remarqué qu'il est très 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 peu abordé en général, même à gauche. On voit aussi qu'il y a à une époque il y avait un peu plus de documentaires, de reportages, de choses comme ça sur le travail. On pense à ceux de Pierre Carl et tout ça dans les années 2000, 2010. Aujourd'hui il n'y a plus grand chose. Je ne sais pas si ça fait probablement très longtemps que vous n'avez pas vu quelque chose, une vraie œuvre qui parle du travail. Mais comment tu l'expliques ça alors que le travail ça occupe nos vies en permanence?
Bah alors justement, encore une fois, qui c'est qui décide? Alors, ça fait vraiment celle qui revient tout le temps aux médias. Oui, mais bon, finalement, qui il y a c'est un qui lien, décide aussi? Ouais. Qui c'est qui décide des sujets qui les intéressent ou pas? Ouais. On disait, voilà, pendant la canicule, plutôt que de nous dire ce climatiseur est mieux que celui-ci, il y a un jeune de 19 ans qui est mort, qui est mort sur un toit à cause de la chaleur. Les morts au travail, par exemple, les accidents du travail, c'est un sujet qui est majeur, dont on parle très très peu. Il n'y a pas de grande marche blanche, il n'y a pas... les faits divers, en principe, ils en parlent toute l'année. Ouais. Mais pour les morts au travail, pour le coup, c'est l'hécatombe invisible, comme disait, je sais plus comment s'appelle la personne qui a écrit le bouquin. Je sais pas non plus. Émile Zola. Disons Émile Zola. C'est pas ça. Et donc voilà, pour le coup, c'est vrai qu'on voulait vraiment reprendre la question du travail et encore une fois destiner au grand public en général pour aborder certaines questions en fait qu'on se pose peut-être malheureusement plus. Et effectivement, ça on n'en a pas encore parlé, mais voilà, effectivement la grève, etc., le syndicalisme, l'idée de parler de tout ça. De façon la plus abordable possible et avec d'un point de vue aussi ma camarade Maudie elle est très très forte justement en sciences sociales, sociologie, etc. Donc pour le coup, elle pour le coup elle lit des livres et tout pour de vrai. Moi je regarde la télévision et tout. Faut être complémentaire. Et est-ce que tu penses que tu aurais choisi de traiter ce sujet avec Maudie si tu n'avais pas eu une vraie expérience de travail avant d'être non journaliste? Non, je pense pas justement. C'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes en fait s'intéressent pas au travail aussi parce qu'ils l'ont pas vécu, éprouvé. Exactement. Et voilà, quand on dit le travail, ça reste très très général bien sûr, mais bon, c'est sûr que les personnes qui ont fait des grandes études et après les grandes études partent tout de suite dans des boulots, soit qui sont très intéressants, soit où ils se retrouvent pas dans des situations justement de devoir passer des entretiens d'embauche parce qu'ils ont peut-être été pistonnés, etc. Enfin bref, en disant que voilà, il y a toute une classe sociale aussi qui va pas vivre les mêmes enjeux en fait par rapport au travail, qui va justement pas avoir le corps abîmé, qui va pas devoir passer par des rituels d'humiliation, qui va pas devoir galérer avec un salaire et puis des périodes de chômage, de précarité. Enfin bon, en gros tout ce vécu un petit peu. La vie quoi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis voilà, après on parle aussi de choses où nous on va être peut-être moins concernés, mais où pour le coup on a d'autres travailleurs ou travailleuses qui viennent nous dire ce serait bien peut-être de parler de ceci, de cela. L'année prochaine on aimerait aussi parler du travail domestique, du travail du sexe, on aimerait parler aussi de toute autre forme on va dire de travail et en fait c'est pas forcément que l'emploi, hein, on est tous travailleurs et puis voilà quoi. Le premier épisode il est sur l'entretien d'embauche. Oui. Une humiliation. C'est pour ça que le dernier de la organisée. saison est sur le licenciement, du coup. Donc ça boucle Voilà, exactement. du début à la fin. Toi, t'en as déjà vécu? Ça part du vécu, ça? Des entretiens d'embauche oui. humiliants Ah oui, je pense oui, un peu comme tout le monde. Beaucoup d'entretiens d'embauche, beaucoup de refus. Et puis oui, effectivement, c'est quelque chose quand même qui est assez particulier. Et je pense que c'est un rituel initiatique un peu, ouais. Bah ouais, c'est assez fou qu'on nous demande quand même de faire ça. Normalement, on n'aurait rien à prouver. On dit je suis disponible, je sais faire le boulot. Bon bah voilà, et on nous donne un salaire en échange. Déjà ça, c'est discutable. Mais alors en plus, voilà, c'est vrai que le côté où il faut vraiment prouver qu'on est motivé, qu'on a envie, qu'on partage, de motivation, qu'on partage vraiment le désir et le projet du patron, alors que la plupart du temps pas du tout. Et aussi l'exercice d'auto-valorisation, c'est-à-dire de se penser comme un asset pour la société. C'est un truc à rendre les gens débiles. Ouais, devoir se vendre puis être en compétition les uns avec les autres aussi. On est en compétition avec les autres travailleurs, etc. Et pareil pour le chômage. C'est vraiment quelque chose. Voilà, mon conseil. Je conseille de commencer par là et puis de suivre toute la série. C'est absolument passionnant. Ça s'appelle donc La Débauche. Exactement. C'est ça, la série s'appelle La Débauche. Et si j'ai une dernière question avant de faire une petite pause musicale. On a beaucoup parlé des médias, on a parlé de ton rapport aux médias et comment tu arrives à les analyser, à prendre du recul. Est-ce que tu as un peu la même chose avec les réseaux sociaux? Tu arrives à gérer ça de la même manière ou est-ce que c'est plus angoissant? Je sais pas si c'est plus ou moins angoissant. Parce que voilà, quand on dit les réseaux sociaux, Mais par exemple, toi, ton image maintenant, elle est exposée. Il y a des commentaires sous les vidéos YouTube. Il y a forcément, j'imagine, des raids, ce qu'on appelle des raids de la fachosphère, c'est-à-dire des haters. Comment toi, tu arrives à t'en protéger? Est-ce que tu lis? En réalité, ça va mieux. C'est ce que je dis souvent. Alors déjà, Usul prend beaucoup pour moi tellement il est détesté par les fachos. Normalement, c'est la femme qui prend dans un duo. Et là, pour le coup, il fait un peu paratonnerre quand même. Mais depuis qu'on est plus sur Twitter X, ça va beaucoup mieux. Et après, autrement, non, ça nous arrive toujours. On a même croisé dans le métro qui nous ont emmerdés il n'y a pas longtemps. Ah, vraiment, ouais. Oui, mais du coup,
voilà, ils pensaient qu'on aurait peur, on n'a pas eu peur, on s'est foutu de leur gueule et ça s'est très bien terminé. Et donc du coup, il y a ce truc aussi, ils pensent peut-être parfois qu'ils nous terrorisent et qu'ils nous tétanisent, alors que non. Et enfin, il faut être prudent, attention. Oui, quand même. Mais au bout d'un moment aussi, il faut bien qu'ils se rendent compte que voilà, faut pas leur montrer qu'on a peur parce que en réalité, ils sont minables et que effectivement tous les commentaires qu'on peut recevoir et tout ça. Enfin, en tout cas, je parle personnellement. Je peux parler pour mes collègues. Personnellement, ça me fait vraiment plus rien parce que voilà, en réalité, on sait très bien qui ils sont et que leur parole n'a pas beaucoup de valeur, quoi. Il faut leur faire peur parce que je rappelle, il faut terroriser les terroristes, comme disait Charles Pasqua. Merci Loumi. Je félicitations de Charles Pasqua. Merci Loumi. On va faire une dernière pause musicale et ça n'aura échappé à personne que j'ai pas la main dessus. Parce que voilà, sinon Scapé il toucherait grave de la SACEM toutes les semaines. À moins que Juliette t'ait choisi du punk ska espagnol. Alors là on se régalerait. Non. Mais c'est Juliette qui a choisi. Ouais, parce que ce qu'on va entendre, ce qu'on va écouter. Non, parce que moi j'ai eu envie de pleurer, déjà parce qu'il y a de quoi. Et puis cette chanson de 2017 d'Harry Styles a fait un retour charmant et fulgurant depuis qu'elle a été chantée dans une scène mythique de karaoké par Sandra Hüller dans le film Projet Dernière Chance. Allez, en avant, les yeux qui piquent. Vous êtes toujours sur Radio Nova, vous écoutez la dernière avec Juliette Arnaud au platine, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Loumi avec qui on discute depuis 18h. Et on la connaît pas encore tout à fait, on la connaît pas encore assez bien Loumi. Et c'est le moment du questionnaire de Juliette qui va nous permettre de connaître tes goûts artistiques. Je t'ai demandé, Loumi, quel film t'étais resté de l'enfance. Tu m'as répondu L'étrange Noël de Mr. Jack, qui date de 1993. Les gens sont contents. Il y a des enfants. Oui. Réalisé par Henry Selick sur un scénario de Tim Burton, esthétique gothique, magique de Noël et macabre, bien sûr, puisque c'est Tim Burton. Jack, le patron d'Halloween Town, tombe amoureux de Noël. Est-ce que c'est une autre manière de kiffer Noël ? Oh, je suis pas en plus, j'aime pas trop Noël, non. Non, mais je comprends. Mais moi, j'aime pas Noël, mais j'aime bien L'étrange Noël de Mr. Jack. Ouais, c'est vrai qu'il y a le grand débat toujours, est-ce que c'est un film d'Halloween ou un film de Noël ? Personne ne sait jamais répondre à cette question. Ah bah il y a des débats dans le public. Moi je pense que c'est un film d'Halloween quand même. Oui, mais enfin, c'est de Noël dont ils tombent amoureux, les gars. Oh, ça serait con de s'engueuler là-dessus quand même, on passe une bonne soirée. À quel âge tu l'as vu ? J'en sais rien, je sais pas. J'ai répondu au pif à toutes tes questions. Mais c'est super. C'est génial. Non, je saurais pas dire, mais oui, toute petite. Mais j'aimais beaucoup le stop motion et tout ça. J'aimais beaucoup l'ambiance, les musiques. Enfin voilà, c'est vraiment un film. Enfin ouais, même presque l'histoire est, je m'en rappelle à peine. Mais par contre, en soi, vraiment toute l'ambiance et tous les personnages, etc. Et ça m'avait vraiment fasciné. Et j'ai vraiment toujours beaucoup aimé ce film. Donc j'écoute encore les musiques d'ailleurs. Et est-ce que Tim Burton, ça serait pas le champion de 7 à 77 ans, enfin voire à 107 ? Est-ce que ça serait pas le réalisateur qui sait faire ça ? Mais t'as rien vu de lui ? Allez, je passe à la question suivante. Je t'ai demandé quel documentaire t'avait donné envie de devenir une grande personne. Et j'étais contente parce que personne ne m'avait jamais parlé d'un documentaire. Donc, il s'appelle Rue Santa Fe. Il a été réalisé et écrit par Carmen Castillo. Il date de 2007. Carmen Castillo, c'est une Chilienne. Elle avait un mari qui s'appelait Miguel Enriquez, qui était le chef de la résistance face à la dictature de Pinochet. Le 5 octobre 1974, Carmen Castillo est blessé. Lui, Miguel, il est assassiné. Et dans ce documentaire, Carmen Castillo raconte sa vie, leur vie, et puis celle du Chili. Et elle se pose la question, est-ce que ça valait le coup ? Toi, t'en as tiré quel enseignement ? Alors, ce qui est important de préciser, c'est que, donc, bien sûr, il y avait donc, son mari, mais elle-même était militante au MIR. Oui. Et oui, enfin, et en tout cas, ce que je trouve, je sais pas si ça te fait devenir une grande personne, mais ce que je trouvais passionnant, c'est qu'en fait, c'est le genre de docu où elle parle du coup du militantisme et de la lutte. Voilà, là, pour le coup, en plus, dans un contexte, au Chili de Pinochet. Et ce qui est assez génial, c'est que il y a tout un discours effectivement, c'est dur, c'est dangereux, ça fait peur, il faut énormément de force, de courage, tout ce qu'on veut. Mais elle parle aussi beaucoup de la joie de la lutte, de la camaraderie, de ce que ça apporte, justement, de tout ce truc-là qu'elle a pu rencontrer, presque une deuxième famille aussi, avec les autres militants, et la joie dans la résistance aussi, qui permet en fait de tenir et qui même est un moteur. Et je trouvais que c'était assez magnifique comme film. Et c'est moi, en tout cas, ça fait partie des films, des documentaires que je trouve vraiment intelligents sur le discours politique.
Et est-ce que tu savais quelque chose du Chili avant de voir ce documentaire, ou est-ce que ça a été une porte d'entrée? Est-ce que ce documentaire peut être une porte d'entrée pour comprendre ce qu'a été le moment Allende et puis la dictature de Pinochet? C'est pas forcément le documentaire. Alors moi j'ai vécu 4 ans au Chili, c'est pour ça aussi que j'ai pas pris un documentaire pour faire semblant de prendre un truc hyper de niche. C'est aussi. Je sais pas si c'est une très bonne porte d'entrée pour peut-être comprendre absolument tous les enjeux par rapport à ça. Mais oui, par contre, oui, c'est quand même pour voir un petit peu l'ambiance, on va dire, de la persécution justement des personnes de gauche, enfin voilà comment ils pouvaient survivre par rapport à tout ça. Je pense que oui que c'est un documentaire. Enfin voilà que moi je recommande vivement. Et voilà. En plus, elle s'est exilée en France, donc il est en partie en français aussi, le documentaire. Et il s'appelle Rue Santa Fe. Et je t'ai demandé enfin qu'est-ce qui te faisait beaucoup rire, et tu m'as répondu le film The Big Lebowski, qui date de 1998, des frères Cohen, qui transforma en son temps une feignasse massive qui ne respecte pas la valeur travail, mais vénère le bowling en héros. The Dude, short long, peignoir et tatane, Aymeric Lompré avant l'heure. Porte-étendard de... The Dude, porte-étendard de plusieurs générations de garçons, je peux en témoigner. Alors j'ai été un peu étonnée, parce que d'habitude c'est les gars qui citent ce film. Toi, tu l'as vu avec qui? Qui ta prisonnière? Bah non, j'ai toujours beaucoup aimé les frères Cohen, donc je pense que j'ai dû le voir. Mais je te dis, j'ai répondu au pif. Hein. Mais non, je sais, c'est terrible, c'est terrible. À force de regarder ces news, on n'a plus le temps de regarder des films. Donc, on n'a plus le temps de rire. On n'a plus le temps de rire, non mais c'est vrai, on rigole plus du tout. Alors, est-ce que tu te souviens si c'était Jeff Bridges, alias The Dude, le Duc en français, ou John Goodman qui te faisait le plus marrer? Ah bah Jeff Bridges quand même. Il y avait Steve Buscemi aussi, il me semble. Également. Qui est très très bien. Bah oui, c'était un casting de fou, en fait, cette histoire. En fait, c'était comme souvent chez les John Turturro aussi. Comme nous, je le revois. En fait. Comme chez nous, casting de fou, puisque on vient d'en parler. Notre dude à nous, notre feignasse massive, comme dirait Juliette Arnaud, va tenter de conclure l'émission, notre Big Lebowski, Aymeric Lompré. Allez, bisous. Allez. Ouais, la fête de l'humain. Ça sent les yep. Bon, allez. L'actu est chaude. Elle est chaude, l'actu. Comme les nuits qui sont chaudes. Et après, on transpire. On transpire trop dans le lit. Après, on est tout mouillé. Et après, on glisse comme ça. On glisse et on se retrouve dans la cuisine. Et après, on mange des frites surgelées. Et après, les collègues du BNB, ils sont là. Qui c'est qui a encore mangé les frites surgelées? Et après, je suis là. Ouais, mais c'est pas ma faute, je suis somnambule. Somnambule? Oui, c'est comme somnambule, mais tu termines dans la cuisine. Alors... Allez, c'est bientôt la fin des vacances. Bon, allez. Non, mais j'avoue, c'est de moins en moins bien ce que je fais. Là, j'avoue. Non, ça va, je me sais. Ça va, bon. Non, mais ça va. Non, c'est bon. Non, mais là, c'est de l'empathie dégueulasse. Non. Ma dernière chronique, ça va être un loup-garou géant, quoi. Le village Chandor. Pierre égorge tout le monde. On rejoue? Bon. Qui c'est qui aime bien l'émission? Est-ce que vous pensez que c'est une bouffée d'oxygène? Est-ce qu'on est un pied de nez à l'extrême droite? Eh ben sachez qu'on sert à rien. On sert à rien. On a beau dire ce qu'on veut, ça va rien changer. On est aussi utile qu'une pile au Moyen-Âge. Regardez. Regardez, on va faire un test. Laurent Wauquiez tombe du ciel et s'écrase comme une grosse merde. Eh ben non! Ça change rien. C'est dommage, ça aurait été trop cool qu'il arrive comme ça. Les Arabes à l'oc et les filles. Désolé Lolo, on a bougé les matelas au dernier moment. Qu'est-ce que je l'aime pas, Laurent Wauquiez. Putain, je le déteste. Vraiment, il est entre le Havre et le Virgin Morito, quoi, je te jure. Mais il dit que de la merde, Allez voir son Instagram à Laurent, on dirait un influenceur Armentieri, quoi, je te jure. C'est creux, c'est pour les vieux. Alors, lui, ses obsessions, c'est les chômeurs qui gagnent plus que les travailleurs, le burkini et la gauche.
À l'école, quand on lui a demandé s'il voulait prendre option économie ou sociologie, il a dit « Je vais plutôt manger mon feutre. Et après, je vais mettre mes chaussures dans mes lasagnes. » C'est bien, Lolo, c'est bien. Et tu veux faire quoi plus tard? Je vais faire de la politique. Mais je sais pas encore de droite ou de gauche. T'inquiète, on l'a. Et là, c'est trop rigolo parce qu'en fait, Lolo, il vient d'apporter son soutien à Édouard Philippe pour la présidentielle. On va baiser de la mort, là. Même Retailleau, c'est pas de Che Guevara, Retailleau, il a dit non, je lui souhaite pas autant de mal à Édouard. Vraiment. Non, c'est un trop gros handicap. Non, on va laisser partir avec un peu d'avance. Vraiment. Tu sais, comme les filles à Mario Kart, là. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Bruno. Quelle misogyne. Non mais c'est vrai qu'à Mario Kart, les filles, bon, c'est... Non mais, tu sais, pour tourner, vous tournez... Laissez-moi parler. Mais non mais vous tournez la... Ah voilà. L'hystérie, tout de suite. L'hystérie. Bien, la mentalité, bien. Non mais en fait, vous tournez la manette pour tourner comme ça. Mais non mais attendez. Nous, pour les mixeurs, on n'est pas là en train de les secouer comme ça, quoi. Il faut juste appuyer sur le bouton. Bon. Mais non. Non mais je me dis, même Édouard Philippe, il doit être trop deg du soutien, quoi. Édouard Philippe, il doit être là. Non, c'est bon, casse-toi. T'imagines, tu fais du tandem et ton binôme, c'est Welbeck. Genre, putain, mais Michel, pédale. Oh, attends, pas non plus pédaler. L'islam. Alors, on peut s'arrêter un tabac. Non. On va pas faire tous les tabacs de la région. Bon, alors. Vous m'entendez? Ouais, donc c'est les blagues qui sont pas bonnes. Mais attends. Non, mais alors pourquoi que je disais que ça sert à rien notre émission? Parce qu'en fait, la semaine dernière, on a fait une émission avec des gens qui voulaient pas que la 69 se fasse. Tu sais, ils étaient là, mais ça va tuer les perdrix, les écureuils, les arbres, on n'aura plus d'ombre pour vendre notre miel. Eh ben, sachez que 2 jours plus tard, hop, la construction a repris. Top la dernière, top. Je crois qu'on a un accélérateur à gros cons, vraiment. Donc moi, je pense que maintenant, il faut qu'on ferme notre gueule et le village s'endort. Merci d'avoir écouté. Émeric Lompré, merci beaucoup Émeric. Qu'on retrouve en bande dessinée. Oui, avec YOLO, même que c'est très rigolo. Notre invité Loumi est encore avec nous pour quelques petites dernières secondes, malheureusement. Le temps de te poser quand même quelques petites dernières questions. Pierre-Emmanuel. Oui, Loumi, toi qui bosses à l'UMA, Fabien Roussel, il est communiste? Oh voilà, c'est pas gentil comme question. T'as droit à des jokers. Pas trop. Pas trop. Émeric. Oui, tout à fait. À Mario Kart, est-ce que... Non. Non, tout à l'heure, nous parlons d'une éventuelle attache aux journalistes. Tu préfères partir une semaine en vacances avec Pascal Pro ou une semaine en vacances avec Jordan Florentin? Pascal Pro, quand même. Les éditos, Pascal Pro, c'est quand même autre chose, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça. Juliette. Parfois, tu es associé dans le travail avec un homme, Usul, parfois avec une femme, Maudit. Pourquoi est-ce que c'est mieux de travailler avec une femme? C'est vrai que... Elle est pas un peu orientée, votre question. Là, elle est en train de lire des livres au moment où je fais l'émission. Bah voilà, c'est pour ça que c'est mieux. Travail. Question un petit peu pour booster ton capital sororité. Quelle est pour toi la plus grande qualité de Léa Salamé? Joker. Ah, c'est là où tu utilises le Joker. Pierre-Emmanuel, allez, dernière question. Oui, tu disais qu'en vacances, tu regardes les grandes gueules frontières CNews comme destination farniente. Tu préfères le Texas de Trump ou l'Italie de Meloni? Oh, waouh. Ah, c'est compliqué, hein. C'est pas facile, ça. Avec Italie, c'est moins loin, c'est moins loin. Ah oui, avec Pascal Pro. Avec Pascal Pro en Italie, alors. Pascal Pro en Italie. Belle vacances. Cauchemar. Merci beaucoup, Loumi, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Pendant ces 2 heures, on te retrouve sur Blast, on te retrouve sur la chaîne de l'UMA. Merci beaucoup pour ton travail qu'on va continuer à suivre. Merci à Evelyne Prudhomme de l'association Un temps pour un autre d'avoir été avec nous aussi, de nous avoir présenté son association. Notre humoriste du jour, Chloé Drouet. On peut applaudir bien fort. Merci à toute l'équipe de Riorges, le maire, Jean-Luc Chervin, Karima Lefort, le service culturel, Laure Cessin, Philippe Fauche, Ilona Gilles, l'association Le Zèbre étoilé à la buvette, les mardis du Grand Marais,
ceux qui font la programmation musiques actuelles de Riorges. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova qu'on peut applaudir. Fred, Quentin, notre réalisateur, Malo, Lulu, Mathilde, Julien à la technique, Théo, Loris, Quentin à la prod, Manon, Ninon, Yona pour la com, Malika, Obéline, Germain pour les partenaires, Terence au merchandising, Freak Studio pour le générique, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, bon anniversaire au passage, et Tristan, notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et merci à Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve mardi prochain à 10 dans la Drôme. D'ici là, amusez-vous bien, informez-vous bien et vivement la dernière. La dernière tournée. Nova. Radio Nova, la dernière tournée. Rendu possible par Enercop.